C'est la nuit. Une grosse tempête commence à faire rage. Tu vis dans une ville côtière et tu regardes la mer déchaînée par la fenêtre. Des éclairs zèbrent le ciel. D'énormes vagues s'écrasent contre le rivage et une averse transforme le sable en argile humide. Tu te dis qu'au matin, beaucoup de poissons vont être rejetés sur le rivage. Et tu vas te coucher. C'est un bruit étrange qui te réveille. C'est comme si des centaines de milliers de gens tapaient des mains près de ta fenêtre. Tu sors et tu vois une énorme foule de personnes debout au bord de la mer. Le bruit de claquement devient de plus en plus fort et sa source est des tonnes de poissons rejetés sur le rivage. Ils sont là depuis plusieurs heures, mais sont toujours en vie. Ils se débattent et frappent leur corps gluant contre le sable. Tu vois des carpes, des truites, des sardines et même d'énormes requins blancs. Ils sont pleins d'énergie et font claquer leurs grandes mâchoires dentées. D'une façon ou d'une autre, tous les poissons peuvent désormais respirer de l'air comme les humains. Tu aides les autres personnes à rejeter les poissons dans l'eau. Tu peux les voir s'éloigner dans les profondeurs de la mer, mais certains d'entre eux remontent et nagent près de la surface, profitant de l'air frais. Vous avez rejeté presque tous les poissons, sauf les requins. Une grue arrive. Elle soulève chacun des requins par la queue, un par un, puis transporte les poissons vers la mer et les laisse partir. Aux nouvelles, tu apprends effectivement que des poissons qui respirent de l'air ont été rejetés sur le rivage, et pas seulement dans ta ville. Les gens en trouvent sur les plages du monde entier. Des scientifiques et des chercheurs marins sont déjà partis en expédition en mer pour étudier ce phénomène unique. Plus tard dans la soirée, ils annoncent les résultats de leur étude. Désormais, chaque créature marine qui a des branchies peut aussi respirer grâce à des poumons nouvellement développés. Elle peut rester sur la terre ferme aussi longtemps qu'elle le souhaite. Elle a seulement besoin d'avoir de l'eau à boire, tout comme les autres créatures vivantes. Les poissons absorbent l'eau et la font passer par leurs branchies. Les branchies ont des récepteurs spéciaux qui extraient l'air de l'eau et l'envoient dans la circulation sanguine du poisson. De cette façon, leur corps reçoit les doses d'oxygène nécessaires à la vie. Ensuite, du dioxyde de carbone se forme, il entre dans le sang du poisson, passe ensuite par les branchies et est rejeté dans l'eau. La capacité à respirer par les branchies est restée inchangée. Mais l'anatomie de ces créatures est maintenant différente. Elles ont développé des poumons et des voies respiratoires. Lorsqu'un poisson est dans l'eau, il ferme cette voie et bloque l'accès aux poumons. De cette façon, l'eau n'y pénètre pas. Mais lorsque le poisson est à la surface, il ferme ses branchies et ouvre l'accès aux poumons par la bouche. Cette métamorphose étonnante n'apporte pas de changement significatif au monde, en tout cas pas encore. Les dauphins et les baleines ont toujours eu des poumons. L'air passe par leurs narines, qui sont situées sur le dessus de leur tête. Cette ouverture s'appelle l'évent. Les dauphins remontent à la surface, remplissent leurs poumons d'air et retournent sous l'eau pendant quelques minutes. Mais désormais, non seulement les dauphins, mais aussi toutes les autres créatures marines nagent près de la surface. Tu embarques sur un bateau pour faire une excursion en mer et tu vois ce phénomène choquant de tes propres yeux. Plus tu t'éloignes du rivage, plus tu remarques de poissons à la surface de l'eau. Ils sautent haut et replongent comme des dauphins. Ils semblent apprécier leur nouvelle aptitude. Il y en a tellement. Plusieurs dizaines de poissons sautent même sur ton embarcation. Tu les rejettes dans la mer. Tu vois un énorme aileron et tu éteins le moteur. Un requin nage à quelques centaines de mètres de toi. Il est à peu près de la taille de ton bateau. Heureusement, il est distrait par d'autres poissons et ne semble pas vouloir te prendre en chasse. Tu fais demi-tour et retournes près du rivage. Le crépuscule tombe. Tu peux voir les lumières de la ville. La mer est remplie de méduses lumineuses et de phytoplancton. À cause de cela, l'eau brille en bleu violacé. Tu es fasciné par ce spectacle et tu ne remarques pas que les lumières de la ville s'éteignent soudainement. Tu peux entendre les gens crier. Plus tu t'approches de la rive, plus les cris et les bruits de quelque chose qui s'effondre sont forts. Enfin, tu arrives à l'embarcadère, tu descends du bateau et tu découvres qu'une partie de la digue a été détruite. Les bateaux sont renversés, les lampadaires sont cassés, les fils électriques sont arrachés. Une longue traînée de liquide visqueux transparent mène de l'embarcadère à la ville. Tu glisses sur cette bave une ou deux fois. Les rues sont vides. Les voitures sont abandonnées. Les fenêtres des maisons sont cassées. Il y a des ordures partout et la route est aussi couverte de bave. Tu entends une sorte de bruit de succion provenant d'une ruelle sombre. Il s'approche de toi. Une petite pieuvre apparaît sur la route. Elle se déplace à la manière d'une araignée. À l'aide de ses tentacules, la créature grimpe sur une voiture, saute sur le mur et rampe.
Après cette pieuvre, une autre sort. Plusieurs calamars la suivent. Certains d'entre eux rampent maladroitement vers toi. Tu fais un pas en arrière. De plus en plus de calamars et de pieuvres sortent de la ruelle sombre. Certains d'entre eux atteignent la taille d'une voiture. Tu vois un vélo couché sur le sol et tu montes dessus. Tu traverses des rues désertes avec une armée de pieuvres qui rampent derrière toi. Le sol commence à trembler sous les roues de ton vélo. Tu entends le rugissement assourdissant d'une bête inconnue. Tu regardes en arrière et regrettes immédiatement de l'avoir fait. Un énorme monstre de la taille d'un immeuble de 5 étages et semblable à un calamar brise le mur de la maison la plus proche d'un seul coup de son tentacule colossal. Cette créature est sortie du coin le plus sombre de la mer. Depuis que l'animal a une paire de poumons, il a hâte de prendre une bouffée d'air frais et pur. Ses instincts l'ont amené à la surface, où il a senti beaucoup de nourriture. Les lumières de la ville ont attiré l'attention du kraken. Avec ses énormes tentacules, il s'accroche au mur des bâtiments et à la route, et il te rattrape. Tu vois un tunnel droit devant toi. Tu pousses sur les pédales de ton vélo aussi fort que possible, et tu réussis à entrer à l'intérieur. Mais à ce moment-là, tu entends un bruit étrange dans ton dos. Le kraken, comme les pieuvres, n'a pas de squelette interne. Son corps est constitué de muscles. C'est pourquoi il peut se faufiler dans n'importe quel trou, comme un liquide. Le kraken te poursuit dans le tunnel comme un serpent avec des dizaines de queues. Mais sa vitesse ralentit. Tu accélères et sors du tunnel. Effrayé, tu pédales aussi vite que tu peux et atteins la ville la plus proche au matin. Là, tu rencontres tes voisins et apprends que des monstres marins sont apparus de manière inattendue dans les villes côtières du monde entier. Heureusement, ils ne restent pas longtemps sur la terre ferme. Ils vivent dans les profondeurs froides de l'océan depuis des années, et leur peau ne supporte pas la lumière du soleil. À l'aube, les monstres retournent dans l'eau. Mais les requins et les autres créatures marines viennent de plus en plus souvent sur le rivage pour déjeuner. Les années ont passé et ils ont appris à survivre sur la terre ferme. Ils donnent des coups de queue, l'agitent, poussent avec leurs nageoires et se déplacent maladroitement le long des routes. Les habitants des villes côtières construisent d'énormes murs le long de la plage pour arrêter l'invasion de poissons et de gros calamars. Les créatures marines reçoivent 2 fois leur quantité habituelle d'oxygène. Elles l'absorbent par les branchies et en remplissent leurs poumons. Grâce à cela, le sang de leur corps circule mieux et plus vite. Cela rend leurs muscles plus forts et leur cerveau plus développé. Il devient difficile d'attraper les poissons. Ils s'échappent facilement des filets de pêche et sautent des bateaux. Cela augmente la population de tous les animaux marins, et en particulier des requins. Il devient dangereux de naviguer avec n'importe quelle embarcation. Un petit bateau de pêche peut facilement être renversé par un requin. Un énorme bateau de croisière peut croiser plusieurs calamars géants. Des centaines et des milliers d'années passent. De plus en plus de poissons arrivent sur la terre ferme. L'évolution modifie la structure de leur corps incroyablement vite. Certains poissons ont des membres allongés, leur peau devient légèrement plus rugueuse, leurs nageoires et leur queue restent, mais leurs pattes deviennent plus longues. Imagine un requin avec des membres de crocodile. C'est exactement ce à quoi ressemblent la plupart des poissons désormais. Des millions d'années d'évolution vont passer et les poissons ressembleront à des humains. Mais ils seront couverts d'écailles avec de petites nageoires derrière les oreilles et une énorme nageoire sur le dos. À ce moment-là, l'humanité aura colonisé de nombreuses autres planètes. Et les poissons seront devenus les maîtres de la Terre. Tu sens les vagues te frôler. Tu te réveilles et tu vois que tu es un géant debout dans la mer. Une quantité impressionnante d'eau ruisselle sur toi comme de la pluie. Tu es bien plus grand que la Statue de la Liberté. Tu regardes tes mains et les compares au petit stand de hot-dog en dessous de toi. Tu le ramasses et le places dans la paume de ta main avant de l'écraser par accident. Soudain, tu sens une légère piqûre sur la cheville. Tu regardes en bas et vois que certaines personnes tentent de te repousser, tandis que d'autres s'enfuient de peur. Certains prennent des photos de toi ou te crient de partir. Tu fais un pas vers la route principale et écrases une voiture vide. Les gens en dessous de toi se dispersent comme des fourmis. Tu avances un peu et tu remarques qu'il y a un grand mur qui entoure le reste de la ville. Tu continues ton chemin en écrasant tout ce qui se trouve en dessous de toi. Tu vois d'autres géants se dresser dans la mer et marcher vers la côte.
quelque chose semble tous vous attirer. De nombreuses personnes se tiennent sur les remparts et sonnent l'alarme, prêtes à défendre la ville, et d'autres évacuent et se cachent dans de petits trous. Tu remarques que certains géants ont des caractéristiques étranges, ou des membres disproportionnés. Certains marchent à quatre pattes, et d'autres ont les bras si longs qu'ils peuvent atteindre n'importe quoi. Tu manques de marcher accidentellement sur quelqu'un. Cette femme reste immobile, tu la prends dans tes bras et la montes au niveau de tes yeux. Vous vous regardez, tu la mets sur ton épaule tandis que les autres géants te dépassent en te bousculant. Ils franchissent les remparts sans difficulté et détruisent la cité. Sans comprendre pourquoi, tu sors de cette transe qui t'attirait vers la ville. Tu fais demi-tour et retournes vers la mer, la femme toujours sur ton épaule. Tu te diriges vers le large. La femme crie et ne sait pas quoi faire. Tu la déposes sur une petite île et la regardes fixement. Elle ne peut plus voir le soleil car ta tête le cache. Tu la laisses tranquille un moment afin de te prélasser au soleil et essayer de comprendre ce que tu fais là et pourquoi tu as voulu sauver cette femme. La nuit tombe, tu as sommeil. La femme s'endort sous un arbre. Tu restes immobile tandis que les vagues te bercent d'avant en arrière. Elles deviennent soudain plus fortes et tu sens quelque chose bouger sous l'eau. Tu regardes autour de toi, mais il fait trop sombre pour voir ce qui se passe. Tu ramasses vite la femme et la remets sur ton épaule. Elle se réveille. Tu vois les géants avancer vers toi en hurlant. Ils semblent te vouloir du mal. Tu fuis aussi vite que l'eau te le permet. Tu croises un cargo et le pousses sur le côté avec précaution pour ne pas l'endommager. Mais les géants qui te poursuivent ne semblent pas s'en soucier et le détruisent en essayant de t'attraper. Tu atteins une autre côte et commences à sortir de l'eau. Tu es dans une autre ville qui a déjà été rasée par les géants. Les immeubles sont en ruine et leurs débris sont éparpillés comme des miettes de pain. Au loin, tu peux voir d'autres géants se réveiller sur la plage. Ils semblent sentir l'humaine sur ton épaule et se mettent également à vous poursuivre. Ils ont eux aussi une apparence étrange. Il n'y a aucun endroit où vous cacher ici, alors tu te diriges vers les montagnes. Tu te retrouves dans une vallée près d'une grande chute d'eau. Tu remarques alors que ta peau commence à changer de couleur et tu te fonds dans le décor. Chaque géant semble avoir un pouvoir unique et le tien est visiblement le camouflage. La femme s'est endormie. Tu commences à ressentir de la sympathie pour elle, comme si c'était une sorte d'animal de compagnie. Tu n'es pas comme les autres géants. Tu n'as pas envie de détruire, mais plutôt d'aider les humains. Tu entends des géants marcher au loin. Tu jettes un coup d'œil et tu vois de nouveaux géants qui sont 3 fois plus grands que toi. Ils sont à ta recherche et ils se rapprochent. Tu fais accidentellement du bruit et ils te repèrent. Ils se mettent à courir vers toi. Tu te lèves et tu t'enfuis en courant sur un terrain accidenté. D'autres géants sautent devant toi, tandis que ceux qui te poursuivent se tiennent juste derrière toi. Tu te retrouves entouré de 5 géants qui sont tous 3 fois plus grands que toi. Tu déposes la femme dans un endroit sûr et tu te prépares au combat. Ils tentent de t'attaquer de tous les côtés, mais tu les esquives. Le plus grand tend la main vers toi et tente de t'attraper, mais tu t'échappes. Tu continues de bouger et évites toutes leurs mains. Tu vois une falaise abrupte et tu décides de t'en approcher. Tu te places dos à la falaise tandis qu'ils se rapprochent. Ils te sautent alors dessus, mais tu te baisses. Et ils tombent presque tous dans l'océan. Le plus gros est toujours là face à toi. 1 contre 1, tu n'as aucune chance contre lui. Tu vois alors la femme qui tente de s'enfuir avec un groupe de géants à ses trousses. La couleur de ta peau change et tu te glisses entre les jambes du géant alpha afin de rejoindre la femme. L'alpha n'est pas aussi rapide que toi, donc tu peux facilement le distancer. Mais les autres géants sont sur le point de rattraper la femme. Tu sautes devant eux et l'attrapes de justesse. Les géants semblent surpris et en colère que tu l'aies sauvé. Tous les géants sont maintenant au courant de ton existence et veulent t'attraper. Quelques jours plus tard, ils ne semblent plus te suivre. Tu es maintenant au milieu du désert. La femme est toujours sur ton épaule. Elle s'est construit un petit abri où elle peut dormir sans être dérangée. Tu fais de ton mieux pour sortir du désert sans que personne ne vous repère. Tu es épuisé et mort de soif. Tu arrives à peine à traîner tes pieds dans le sable.
Tu t'assieds, essayant de garder la tête haute, mais le soleil est trop intense. Tu transpires beaucoup et ta sueur dégouline sur la femme. Elle essaie de te parler, mais tu ne comprends pas ce qu'elle dit. Tu es trop faible, tu ne bouges plus. Il est midi, le soleil est au zénith. Tu fais de l'ombre à la femme avec ta main pour la protéger du soleil brûlant. La journée passe et la nuit tombe. Tu as passé toute la journée au soleil et tu te retrouves dans le froid glacial du désert. Tu prends la femme dans tes mains et crées un dôme de chaleur pour la protéger du vent froid. Il fait tout noir et tu ne sais pas où aller. Tu continues à errer, il y a des dunes de sable partout où tu vas. Il fait de nouveau jour. Tu vois alors une immense empreinte de pas de géant. On dirait qu'il est encore plus grand que l'énorme géant près de la falaise. Tu t'enfuis aussi vite que tu peux, mais il n'y a nulle part où se cacher. Soudain, tu le vois immobile. Il surpasse tous les autres géants que tu as déjà rencontrés. Il dort et se nourrit de l'énergie du soleil. Certains géants se sont habitués à différents climats et terrains. Celui-ci est grand et il peut presque atteindre le soleil pour en obtenir plus de lumière. Tu le contournes sur la pointe des pieds en t'assurant de ne pas le réveiller, mais il peut te sentir. Il commence alors à te poursuivre jusqu'à ce que tu atteignes l'océan. Il n'aime pas l'eau, alors il reste sur la berge à hurler pendant que tu t'éloignes à la nage. Environ 8 millions d'habitants de la planète Terre ont appris la terrible nouvelle en même temps. Certains l'ont su par la télé, d'autres en regardant leur téléphone ou pendant qu'ils écoutaient de la musique. Certains l'ont appris en rêve. Une voix a annoncé ce discours dans toutes les langues pour que tout le monde comprenne. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Commençons par la mauvaise. Vous êtes tous des personnages d'une vidéo YouTube dans laquelle votre planète fait face à la cassure de la Lune en 2 morceaux. Pour les spectateurs, il s'agit d'un scénario, mais pour vous, c'est la réalité. La bonne nouvelle, c'est que... il n'y a pas de bonne nouvelle. Mais ne vous inquiétez pas, l'apocalypse n'est pas prévu. Ou juste un peu. Bonne journée. Au départ, toute la population panique. Quelques jours plus tard, le calme revient peu à peu. C'était peut-être une hallucination collective et en fait, la Lune va très bien. C'est alors que les chercheurs repèrent le danger. Une énorme météorite s'approche de nous depuis le fin fond de l'espace. Cette météorite est super rapide et presque plate. Par chance, elle va passer juste à côté de la Terre. Mais la Lune n'aura pas cette chance. La météorite va bien la frapper en plein milieu. Voilà, la météorite a divisé la Lune en 2, elle est passée à côté de notre planète et elle repart dans l'espace. Les gens ne peuvent pas détourner leur regard du ciel. La Lune est parfaitement coupée en 2. C'était rapide et indolore. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce que la Terre va survivre? Notre satellite est divisé en 2 parties égales, mais heureusement, elle reste collée. L'importante gravité de la Lune agit comme un aimant. Les chercheurs sont convaincus que les 2 morceaux se recolleront dans quelques millions d'années et que la Lune redeviendra exactement comme elle était. Mais le plus cool, c'est que personne ne remarque aucune différence. La voix s'est trompée. Mais voilà qu'un autre problème surgit. Une énorme météorite en forme de chaussure arrive vers nous. Elle entre dans le système solaire et s'approche rapidement de la Terre. La botte spatiale heurte une moitié de lune et poursuit sa trajectoire. Maintenant, il ne reste vraiment qu'une demi-lune dans le ciel. La première moitié est là où elle a toujours été. La seconde moitié se dirige vers la Terre. Une pluie de météores s'abat sur Terre à cause des fragments de lune. Mais tout compte fait, tout va bien. La plupart de ces cailloux brûlent dans l'atmosphère. La quasi-totalité de la demi-lune dégommée se fragmente et entre en orbite. Un anneau de roche se forme et maintenant, la Terre est comme Saturne. Ces fragments de lune détruisent plusieurs de nos satellites artificiels. Les communications et Internet s'interrompent régulièrement. Il faut environ 2 ans pour rétablir les connexions. La Station spatiale internationale n'existe plus. Heureusement, tous les astronautes ont réussi à revenir sur Terre avant le grand patatras. Les fragments de lune volent autour de la planète et il n'y a plus que la moitié de la Lune dans le ciel.
La vie ne change pas trop les jours qui suivent, mais les gens qui vivent au bord de la mer et des océans, eux, voient la différence. La Lune influençait les marées. Elle tournait autour de la Terre et les océans prenaient alors une forme ovale. La marée était haute là où la Lune était plus proche, tandis qu'elle était basse du côté opposé. Mais maintenant, tout a changé. Une demi-lune n'influe pas sur la même quantité d'eau. Oui, la Lune ne pèse plus que la moitié de son poids et elle s'est approchée de la Terre, mais sa force gravitationnelle a aussi diminué. Les oiseaux marins, de nombreuses espèces de poissons, les tortues et autres animaux marins pourraient ne pas survivre dans ces conditions. Leur instinct naturel, fortement guidé par la Lune, leur permettrait de déterminer leur cycle de vie. Par exemple, les bébés tortues attendaient la marée haute du matin pour courir dans l'eau. Désormais, l'eau est trop basse, ils n'arrivent pas à se cacher dans l'océan et les mouettes les mangent. Les crabes ne pondent plus d'œufs car la marée haute apparaît plus tôt que prévu. Les loups perdent la tête. Ils hurlent toutes les nuits. La faune ne comprend plus ce qui se passe. Le corps humain aussi doit faire face à quelques conséquences. Beaucoup de gens ont des problèmes de tension artérielle et de maux de tête. Cette demi-lune modifie tout l'écosystème de la planète. Il faudra plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'années. Quelques semaines plus tard, les gens remarquent que les journées sont de plus en plus courtes. La Lune a toujours ralenti la rotation de la Terre, de sorte que les journées duraient 24 heures. La Terre tourne plus vite maintenant. Le jour et la nuit se suivent plus rapidement que d'habitude. La vitesse de rotation de la Terre a augmenté, et les journées ne durent plus que 15 heures. Les gens souffrent d'insomnie ou dorment trop. Il faut du temps pour que le corps s'habitue. Les horaires de travail changent partout dans le monde. Avant, on arrivait au bureau à 9 heures et on partait à 6 heures. Maintenant, les gens arrivent à 7 heures et partent à 2 heures. Il y a moins de temps pour dormir et tout le monde souffre de cette situation. Le progrès ralentit à cause des journées de travail très brèves. Les technologies du futur ont pris 20 à 30 ans de retard. La rémunération horaire n'a pas changé. Les salariés sont moins payés puisqu'ils travaillent moins d'heures. La Lune, quand elle était entière, régulait la météo et le climat sur Terre. Regarde Mars, elle a 2 petites lunes. Elles lui tournent autour rapidement et la font balancer sur son axe. Le résultat ? Du vent, des tempêtes de sable et des orages au quotidien sur la planète rouge. Cette demi-lune modifie la rotation stable de la Terre. Les températures changent partout dans le monde. Il fait plus chaud dans les endroits chauds et les tempêtes de neige font rage dans les régions froides. Il n'y a plus que de brèves averses très intenses. Il ne fait plus jamais beau. Un petit vent peut se transformer en tornade et les vagues deviennent des tsunamis. Les saisons changent plus vite, les hivers sont plus froids et les étés plus chauds. Le changement de rotation de la planète affecte son champ magnétique. Toutes les boussoles et les systèmes de navigation sont hors service. Il faut réapprendre à s'orienter. Les oiseaux ne vont plus vers la chaleur en hiver, car ils ne savent pas où aller. Leur boussole interne est cassée. Plusieurs centaines d'années sont passées. Les gens se sont totalement habitués aux nouvelles conditions terrestres. De nouvelles espèces d'animaux sont apparues. Les oiseaux ont repris à se repérer grâce à la demi-lune. L'économie de la planète a été restaurée. Les salaires ont été augmentés, les gens se sont habitués à dormir 5 à 6 heures par jour et à travailler 4 à 5 heures. La réduction du volume horaire des journées a aussi eu des conséquences sur l'industrie des médias. Les films ne durent plus qu'1 heure. Les épisodes de séries, 30 minutes. La vie est plus rapide. Une personne vit en moyenne jusqu'à 96 ans. Le temps passe à la même vitesse, c'est la façon dont on le compte qui a changé. Plusieurs millénaires sont passés. Les gens sont différents. Ils ont de grands yeux qui absorbent plus de lumière. La demi-lune ne brille pas autant que la lune entière et les nuits sont donc plus noires. L'homme a eu besoin de quelques milliards d'années pour s'habituer à l'obscurité constante. Pour pouvoir mieux se déplacer dans ces conditions, les animaux aussi sont devenus plus grands et sensibles. L'orbite de la Terre a été débarrassée des météores. Il existe plusieurs stations spatiales qui tournent autour de notre planète. La voix mystérieuse reprend alors encore une fois la parole. L'histoire se termine parce que la vidéo se termine aussi.
Tout a commencé par un changement mineur sur notre planète. Tout d'abord, les gens ont remarqué que la Lune était devenue plus brillante et un peu plus grosse. Mais personne n'y a prêté attention. Elle a affecté les marées dans le monde entier, de sorte que l'eau a submergé les plages, mais ce n'était pas une tragédie. Beaucoup de poissons se sont rapprochés du rivage. Les gens se sont mis à trouver des calmars géants, des baudroies et d'autres créatures tout près de la côte, alors qu'elles vivaient habituellement dans les profondeurs obscures. Des choses nouvelles et plus étranges se produisent chaque jour. Les oiseaux ne volent plus vers le sud en hiver. Ils se rassemblent en énormes essaims qui volent autour des villes sans but précis. La Lune les aidait à s'orienter dans la nature, mais à présent, ils n'arrivent plus à savoir dans quelle direction voler. De par les mers, les capitaines de navires remarquent que les boussoles sont désormais instables. La flèche pointe dans des directions différentes depuis que les pôles magnétiques de la Terre ont changé. Les gens réalisent que la Lune a commencé à s'en approcher pour une raison inconnue. La gravité de la Lune affecte celle de notre planète. Cela entraîne des changements dans le climat, dans le comportement de tous les êtres vivants et dans le champ magnétique. Maintenant, il pleut dans les endroits les plus secs et il fait chaud dans les terres les plus froides. Cela met à mal les écosystèmes de toute la planète. Les gens qui vivent près des forêts entendent souvent le hurlement des loups, car la Lune rend ces animaux fous. Le satellite naturel de la Terre ne cesse de grandir et éclaire la nuit de manière beaucoup plus vive. Rien d'irrémédiable ne s'est encore produit. Les gens ne paniquent toujours pas, car ils ne veulent pas croire que la fin arrive. Mais un jour, la Lune atteint un point critique. Tu marches dans la rue en écoutant de la musique et à ce moment-là, quelqu'un te bouscule. Bon, ce type est peut-être en retard pour le travail. Tu continues de marcher et une fille qui passe heurte ton épaule. « Pardon, désolé, dit-elle. » Puis elle s'en va. Tu pouvais lire la peur dans ses yeux. Tu regardes devant toi et vois des gens qui courent dans ta direction. Tu enlèves enfin tes écouteurs et tu entends des cris et des sirènes. Les gens quittent leur voiture et s'enfuient. Des centaines de mouettes volent dans le ciel. Tu distingues un bruit étrange parmi toute cette cohue. Il semble que ce soit... de l'eau. Comment est-ce possible? Tu te trouves dans le centre-ville à quelques kilomètres de la côte. Mais tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu remarques qu'une immense vague inonde les rues et se dirige droit vers toi. Tu cours dans un bâtiment et grimpes au 10e étage. D'ici, tu observes l'eau qui submerge la ville. Le puissant torrent emporte toutes les voitures, les bâtiments d'un étage et les arbres sur sa route. Tu remarques un aileron de requin et d'autres poissons dans l'eau. Les gens se cachent dans les maisons et sur les toits. La ville entière plonge rapidement dans un état de catastrophe. La télévision fonctionne dans le bâtiment où tu te caches. Tu apprends que des inondations se produisent dans le monde entier. Des tsunamis massifs recouvrent les villes côtières. À certains endroits, les vagues atteignent la hauteur d'un immeuble de 30 étages. De nombreuses villes ont été rayées de la carte. La Lune est trop proche de la Terre et les inondations massives ne sont qu'un début. La Lune orbite autour de la Terre et aide à maintenir notre maison bleue sur son axe. La Lune assure la stabilité du climat et aide les organismes vivants à se développer. Mais à présent, cet équilibre est rompu. La Lune s'approche et altère la gravité de notre planète. La Lune n'a qu'à s'incliner légèrement sur le côté pour provoquer des inondations massives dans le monde entier. Imagine que tu tiennes un verre d'eau rond, incline-le un peu. Tu vois comment le liquide se déplace d'un côté à l'autre? C'est la même chose qui se produit maintenant avec les océans. Mais la Lune ne fait pas que s'approcher de nous. Elle tourne autour de la planète et se rapproche à chaque révolution. Elle provoque sans cesse des catastrophes naturelles à différents endroits de la Terre. À présent, l'océan inonde un côté et quelques heures plus tard, un autre. Tu vois donc toute l'eau revenir des rues vers le rivage. Il se peut que l'océan inonde de nouveau la ville d'ici la fin de la journée. Attends, il semble que la fin de la journée soit déjà là. Tu remarques que le ciel est devenu sombre. C'est bizarre car il n'est que 15 heures. La Lune influe sur la vitesse de rotation de la Terre et fait passer la journée plus vite. Elle emplit désormais presque tout le ciel et éclaire brillamment notre planète. Tu distingues les énormes cratères lunaires. Elle est si proche que tu peux la voir même lorsque le soleil brille. À certains endroits, la Lune qui passe cache même le soleil tout entier. L'eau quitte les rues et tout le monde sort. C'est à ce moment qu'un tremblement de terre commence. La route se fissure et les maisons s'effondrent. Il y a des glissements de terrain dans la rue même. Les plaques tectoniques se déplacent sur toute la planète. Imagine deux boules magnétiques qui se rapprochent l'une de l'autre.
L'une des boules est la Lune et la seconde est le noyau de la Terre. À ton avis, qu'arrivera-t-il à ce qui se trouve au-dessus du noyau ? Cela représente des centaines de milliers de kilomètres de notre croûte terrestre. Et maintenant, tout est en train de bouger. Des fissures destructrices apparaissent partout dans le monde. Les plus hautes montagnes de la planète s'effondrent et se transforment en tas de cailloux. Les fonds marins se fissurent et libèrent le magma des profondeurs souterraines. Les volcans se réveillent et crachent leur lave incandescente. Des nuages de cendres volcaniques recouvrent le ciel, nous masquant le soleil et la lune. Mais le plus effrayant est encore à venir. La collision est inévitable. La Lune tourne autour de la planète comme une balle dans un jeu de fête foraine avec un trou au centre. Cette force entraîne la formation de nuages sur toute la planète. L'orage gronde maintenant, mais dans 5 minutes, il neigera. Puis la nuit arrive et il se met à pleuvoir. Les gouttelettes d'eau sont composées de boue et de cendres volcaniques. Il est difficile pour les gens de respirer sans masque à gaz. La pression atmosphérique change constamment. Certaines personnes ont de fortes migraines et d'autres ont les articulations douloureuses. Mais tu n'as pas le temps de t'attarder là-dessus. L'humanité doit trouver comment échapper à cette collision. Un nouvel ordre gravitationnel apparaîtra lorsque la Lune s'écrasera sur la Terre. Les continents vont changer de forme. Ils se combineront en un seul morceau de terre gigantesque ou se diviseront en une centaine de plus petits. L'énergie de la collision pourrait brûler tout l'oxygène de l'atmosphère et rendre toute la planète impropre à la vie. Il n'y a pas non plus de sens à se cacher sous terre à cause de tous ces séismes profonds. Les gens décident de passer leurs derniers instants avec leurs proches et leurs familles. La Lune se rapproche de plus en plus. Elle se trouve maintenant à la même distance que la Station spatiale internationale se trouvait de nous. La Lune obscurcit le ciel. De nombreuses villes sont dans le noir à cause des vagues. Des tsunamis de plusieurs kilomètres de haut s'écrasent contre le sol. Des millions de tonnes de magma entrent en contact avec l'océan. Des milliards de litres d'eau s'évaporent. L'humidité s'élève dans les airs, se mélange aux cendres et se répand sur la planète sous la forme de cumulus géants. Tu as fini par accepter le sort funeste de notre planète. Mais quelque chose d'étrange arrive à la Lune à ce moment-là. Tu remarques que des fissures géantes apparaissent dessus. La Lune commence lentement à se scinder en 2 parties, et celle-ci se divise en centaines de gros morceaux. Elle est en train de s'effondrer. La Terre n'a plus de satellite naturel. Ce n'est plus qu'un tas de roches spatiales géantes. Mais pourquoi cela se produit-il ? Il existe un espace autour de notre planète appelé la limite de Roche. À cet endroit, la gravité de la Terre agit plus fort que celle de la Lune. Cela signifie que les forces qui maintiennent la Lune ensemble sont plus faibles que celles qui la déchirent. Les gens applaudissent. La limite de Roche a sauvé notre planète et la Lune ne nous frappera pas. Elle se fragmente en millions d'éclats et forme un anneau autour de notre globe. La Terre ressemble maintenant à Saturne. Une ceinture de pierres de lune nous entoure. D'énormes morceaux détruisent tout sur leur passage, notamment les débris spatiaux. Les satellites ne fonctionnent plus. L'humanité perd ses moyens de communication et de navigation. Les gens devront à nouveau utiliser des cartes en papier. Avant ces événements, la Lune maintenait l'orbite de notre planète à un certain angle. Maintenant, l'axe est incliné différemment. Un hémisphère se rapproche du Soleil et l'autre plonge dans l'ombre. Les pôles et l'Antarctique peuvent se transformer en déserts arides et l'équateur de la planète peut être recouvert de glace. L'hiver et l'été peuvent durer des années. Les restes de la Lune flottent autour de la Terre, mais certains d'entre eux tombent sur notre planète. Des pluies de météores lunaires détruisent nos villes et créent des cratères géants. Et tous ces événements conduisent à l'extinction massive de la vie sur Terre. Il faudrait des centaines de milliers d'années pour s'adapter à ce nouveau monde. Quand tu penses à un volcan, quelle est la première chose qui te vient à l'esprit ? Des torrents de lave rouge et chaude qui se déversent sur un immense monticule ? De sombres nuages de cendres qui s'élèvent dans le ciel ? Peut-être penses-tu à une source d'eau chaude pour te relaxer ? Ah, c'est bien. Nous imaginons tous une chose commune, une montagne en forme de cône qui se profile à l'horizon. Mais elle peut être aussi verte et luxuriante que n'importe quelle autre montagne. Au sommet, bien sûr, il y a un trou géant. C'est comme une ouverture qui descend vers le bas. À l'intérieur, il y a de la lave et des gaz qui vrombissent vers l'extérieur. La lave est tellement chaude que si tu te tenais au sommet du volcan et regardais en bas, ton visage serait aussi rouge que cette roche liquide qui coule. Une éruption volcanique n'est jamais sans conséquence pour nous, et je ne parle pas seulement des gens qui vivent à proximité.
Les impacts se font généralement sentir à l'échelle mondiale aussi. Les avions ne peuvent pas voler pendant un certain temps à cause de la couche de cendres qui se dégage dans l'air. Sans compter qu'il est peut-être carrément un peu difficile de respirer. Il y a du dioxyde de carbone, du dioxyde de soufre et bien d'autres gaz toxiques dont les noms te ramènent immédiatement à ton cours de chimie au lycée. C'est drôle, mais en fait, la plupart des nuages qui sortent d'un volcan sont juste de l'eau, sous forme de vapeur bien sûr, vu les températures hallucinantes. Mais avant qu'un volcan n'entre en éruption, il passe par différentes étapes, comme un adolescent angoissé. D'abord, le magma, c'est-à-dire la lave avant qu'elle n'entre en éruption à la surface et change de nom, commence à se déplacer sous le volcan. Cela provoque des tremblements de terre qui s'aggravent et deviennent plus dangereux avec le temps. Ensuite, de la vapeur et différents gaz commencent à jaillir des trous présents dans la croûte terrestre. Notre Terre ressemble alors à une bouilloire à thé sur le point de siffler. Lorsque les émissions de gaz et les tremblements de terre deviennent plus importants, cela signifie généralement que le volcan est sur le point d'exploser. Mais ces premières étapes peuvent prendre des années avant qu'une éruption n'arrive vraiment. Ensuite, le magma commence à s'accumuler. Avec toujours plus de pression, il commence à préparer sa grande évasion. Il est difficile de s'en apercevoir si l'on ne dispose pas du matériel adéquat. C'est le travail des scientifiques et heureusement, ils nous protègent. Le volcan devient donc de plus en plus actif. Les cendres commencent à sortir et à se répandre dans l'air, créant ainsi des nuages de mauvais augure qui vont transformer le jour en nuit. Avec l'accumulation de magma, l'éruption devient imminente. Alors, boum! La surface cède sous la pression qui s'exerce en dessous. Le magma fait sa grande sortie. C'est maintenant de la lave qui jaillit du sommet et qui s'écoule sur les flancs de la montagne. Rien de tout cela n'est super plaisant, n'est-ce pas? Et si cela ne s'était jamais produit? Et s'il n'y avait jamais eu de volcan du tout? La Terre serait-elle toujours la même? Pas du tout. Si les volcans n'avaient jamais existé, il n'y aurait pas d'atmosphère. Quand notre planète n'était encore qu'un bébé, ce sont les gaz volcaniques qui ont créé la bulle protectrice qui nous permet, à toi et à moi, de respirer aujourd'hui. Ils ont également joué un grand rôle dans le façonnement de la Terre et des océans. Il y a 4 milliards d'années, la Terre était encore en formation. Elle ne ressemblait en rien au globe bleu que nous connaissons aujourd'hui. Il était rouge et chaud, et l'eau était emprisonnée sous la croûte. Ce n'est que lorsque la surface a commencé à se refroidir et à se solidifier que l'eau a finalement pu s'échapper. Les volcans ont agi comme une sorte de fissure dans le tissu de notre planète. La vapeur d'eau s'est condensée dans l'atmosphère et est retombée sous forme de pluie. Il a plu pendant si longtemps que la 3e planète en provenance du Soleil a commencé à se transformer en la boule bleue que nous connaissons désormais. En fait, il existe même une théorie selon laquelle toute l'eau sur Terre provient de volcans. Et sans eau, bien sûr, la vie n'aurait pas pu se former. La formation des terres est passée par un processus similaire. Tu vois, notre planète était un endroit assez rude au moment de sa création. C'était une surface en fusion avec des champs de lave, des éruptions volcaniques constantes et des roches spatiales qui l'impactaient constamment. Tout cela car il n'y avait pas d'atmosphère pour la protéger. Quand elle a commencé à se refroidir, une bonne et solide surface s'est formée. Mais la matière chaude en dessous était encore en ébullition et elle continuait à monter. La croûte se déplaçait et formait d'épaisses couches avec le matériau qui montait. Avec le temps, ces couches sont devenues permanentes. Les éruptions volcaniques se poursuivaient, mais la première masse terrestre s'était enfin formée. Ok, nous allons parler de la meilleure partie des volcans, l'atmosphère. Et s'il cessait d'entrer en éruption maintenant que nous avons obtenu notre cher bouclier protecteur qui nous permet de respirer? Oh non, ne parle pas de malheur. Pour commencer, les volcans créent les sols les plus fertiles. Autour de Naples, tu as le célèbre mont Vésuve. La qualité du sol est incroyablement riche ici, et cela grâce à 2 énormes éruptions volcaniques. L'une s'est produite il y a 35 000 ans et l'autre il y a 12 000 ans. Bien sûr, ces volcans ont causé beaucoup de dégâts sur le moment, mais à long terme, ils ont permis de fertiliser les sols. Aujourd'hui, dans cette région, on cultive toutes sortes d'agrumes, d'olives, de raisins, de cerises et bien sûr, l'aliment de base des Italiens, la tomate. Il n'y aurait rien de tout cela sans la richesse du sol volcanique, et Naples n'est pas le seul exemple de ce genre. Les bactéries, les premiers organismes vivants, vivaient dans l'eau chaude. Les scientifiques ont découvert des micro-organismes fossilisés datant de plus de 4 milliards d'années. Elles ont prospéré dans les cheminées hydrothermales. Ce sont des fissures dans le fond marin, et elles se trouvent généralement près des endroits volcaniques qui sont actifs.
Cela signifie que sans les volcans, nous n'aurions ni terre ni eau et que les premières formes de vie n'auraient sans doute pas pu apparaître pour évoluer jusqu'aux créatures que nous connaissons aujourd'hui. La vie aurait-elle pu se développer sur Terre sans ces montagnes explosives ? J'en doute. Ok, c'est noté, nous leur devons donc notre atmosphère et la vie. Alors disons que les volcans ont cessé d'entrer en éruption de nos jours. On a déjà tiré tous nos avantages des volcans. Ok, parfait. Mais tout de même, revenons en arrière pour comprendre ce qui s'est passé il y a si longtemps. Au début, il n'y avait qu'un seul continent, la Pangée. C'était un supercontinent entouré d'un seul et unique superocéan. L'activité volcanique s'était finalement calmée, et cela voulait dire que toute l'énergie allait s'accumuler sous la croûte terrestre. Voici un petit schéma. Tout d'abord, nous avons le noyau intérieur de la Terre. Ensuite, il y a le noyau externe. Ensuite, nous avons des courants de convection. Le magma vient après. Ensuite, la croûte océanique. Et tout en haut, nous avons notre océan et notre croûte continentale. La raison pour laquelle la Pangée s'est finalement séparée en deux continents distincts est due à la tectonique des plaques. Ce n'est pas comme si la croûte était en un seul morceau. Elle est divisée en gros morceaux ou plaques qui sont toujours en mouvement. Et tout cela est encore en mouvement aujourd'hui. Oui, la Terre sur laquelle tu te trouves en ce moment même surfe en quelque sorte sur cette couche de courant de convection. C'est un processus lent, donc ce n'est pas comme si tu pouvais le sentir. La Pangée ne s'est pas désintégrée d'un seul coup, il a fallu des dizaines de millions d'années. Lorsque les plaques se déplacent, elles provoquent des tremblements de terre et une activité volcanique. Elles créent aussi des montagnes. C'est bénéfique pour notre planète aussi, car la Terre peut ainsi en quelque sorte renouveler sa vieille croûte. S'il n'y avait pas d'activité volcanique de nos jours, la pression sous la croûte terrestre continuerait de s'accumuler. Cette pression atteindrait un point d'ébullition que les continents ne pourraient plus supporter. Et avec le temps, ils commenceraient à se diviser en masses plus nombreuses et plus petites. Les volcans nous sont donc encore utiles de nos jours. D'une part, ils refroidissent notre atmosphère. Leur éruption libère du gaz sulfureux. Celui-ci se combine avec l'eau de notre atmosphère et la refroidit à son niveau le plus bas. C'est là que nous vivons et respirons. La chaleur qu'ils dégagent est également très utile. Les centrales géothermiques exploitent l'énergie provenant des profondeurs de la Terre et transforment cette chaleur en vapeur. Nous utilisons ensuite cette vapeur et la transformons en électricité. C'est notamment le cas pour nos amis de la Nouvelle-Zélande et de l'Islande, car ils vivent dans des endroits où les températures souterraines sont très élevées. Les matériaux volcaniques peuvent aussi être transformés en blocs pour la construction. On peut les broyer pour en faire du ciment. Si on veut, on peut même chercher dans les volcans des minéraux précieux comme l'or, le cuivre et le soufre. Et qui pourrait oublier les sources d'eau chaude ? Le tourisme dans des endroits comme Yellowstone et l'Islande ne serait même pas les mêmes sans elles. Et qui n'a jamais rêvé de faire trempette dans ces incroyables baignoires naturelles délicieusement chaudes ? Tu as donc compris que les volcans ne sont pas si mauvais après tout. Sans eux, notre belle Terre ne serait pas ce qu'elle est. Tu ouvres le robinet de la salle de bain et tu te rinces le visage à l'eau chaude. Au bout de quelques secondes, un puissant grincement se fait entendre dans les canalisations. La seconde suivante, des morceaux de glace tombent dans tes mains. Tu sursautes en entendant un voisin crier de l'autre côté du mur. Il est probablement en train de prendre une douche. Tu tires le levier, mais l'eau ne coule pas. Tu remarques alors qu'une épaisse couche de glace est collée au bec du robinet. On dirait une stalactite. Tu vas dans la cuisine et prends une carafe d'eau, mais l'eau ne coule pas là non plus dans ton verre. Elle est gelée. C'est la même chose dans la bouilloire. Les canalisations font un bruit d'enfer. Toute l'eau de la ville a gelé, ce qui a entraîné une rupture de l'approvisionnement. L'eau s'écoule librement dans le réseau de canalisation. Elle monte et descend, circule dans un complexe système d'égouts. Puis, elle se transforme en glace et prend du volume. Les tuyaux en plastique et en métal ne résistent pas. Ils éclatent et se brisent. Si l'eau redevient liquide, la ville sera instantanément inondée. Toutes les eaux usées s'accumuleront sous terre et remonteront. Mais pour l'instant, l'eau vient de geler en quelques secondes et il y a des millions de tonnes de glace sous les rues. Cela se produit partout dans le monde et personne ne sait pourquoi. Même dans les jungles tropicales de l'Amazonie et dans les savanes africaines, tous les lacs, rivières et étangs ont gelé malgré la température élevée de l'air. L'énorme quantité de glace fait baisser la température sur la planète entière. Il fait plus frais dans les déserts desséchés et il fait encore plus froid dans le nord. Tu allumes ta bouilloire pour faire fondre l'eau, mais ça ne marche pas. La centrale hydroélectrique qui alimentait la ville est tombée en panne et les gens n'ont plus d'électricité. Tu sors et tu vois des personnes effrayées. Elles ne peuvent pas boire car leurs bouteilles ont gelé. La fontaine de la ville s'est transformée en sculpture de glace.
Le lac du parc est une patinoire où l'on peut jouer au hockey. Tu frissonnes car les températures ont chuté dehors. Plusieurs personnes font un feu sur la place de la ville et mettent des bouteilles à côté. Cela aide à faire fondre l'eau. Tu décides de te réchauffer près du feu et de regarder les infos sur ton téléphone. Toutes les chutes d'eau de la planète ont l'air d'être figées dans le temps. Tous les bateaux qui naviguaient dans les mers et les océans sont bloqués. Pour atteindre le rivage, les gens doivent creuser à travers des milliers de kilomètres de glace. Mais comme c'est impossible, des hélicoptères volent au secours des marins. Un petit morceau de glace tombe sur l'écran de ton téléphone et fait une rayure. Une pluie glacée commence à tomber. Des gouttes de différentes formes et tailles viennent se briser par terre comme du verre. Les gens se mettent à l'abri sous les toits. Les animaux se précipitent sous les arbres. La pluie glacée frappe le sol, raye les voitures, brise les vitres. Quand elle prend fin, c'est l'effondrement. Des glaçons tranchants crissent sous tes pieds. Les voitures ne peuvent plus rouler normalement. Des embouteillages se forment sur les routes. Au moment où l'eau a gelé, de nombreux surfeurs étaient sur l'eau sur les côtes de nombreux pays. Voici l'un d'entre eux qui se dirige vers une grosse vague, debout sur sa planche de surf. La vague se lève, se tord et se fige. Le surfeur glisse sur la glace à toute vitesse et tombe. Il regarde l'océan gelé, puis rentre chez lui pour enfiler ses patins. La pêche aussi s'est arrêtée dans le monde entier. Pour attraper un poisson, tu dois percer la glace et retirer soigneusement ta prise qui est complètement gelée. Toutes les créatures marines sont vivantes. Elles sont simplement plongées dans un sommeil cryogénique. Chaque jour, des sauveteurs sortent des personnes coincées dans la glace. Imagine que tu es en train de nager et que tout ce qui t'entoure gèle tout à coup. Tu ne peux plus bouger, il t'est presque impossible de respirer. Ta tête est maintenant recouverte d'une couche de glace. Tout ce que tu peux faire, c'est crier et bouger les muscles de ton visage. Tu passes des heures à appeler à l'aide et à attendre que les secours te tirent de la glace. Le transport de marchandises par cargo s'est arrêté. L'importation et l'exportation des biens et des ressources naturelles sont désormais impossibles. Cela entraîne une pénurie de carburant dans certains pays, car le pétrole ne peut plus être livré rapidement par bateau. D'autres pays ne reçoivent plus assez de fruits et de légumes. Cela entraîne une hausse des prix pour de nombreux produits, et l'économie mondiale devient instable. Les gens achètent tous les chauffages domestiques qu'ils trouvent pour faire fondre l'eau dans les bouteilles. L'approvisionnement en eau est interrompu et tout le monde sort avec des seaux pour récupérer les morceaux de pluie glacée qui tombent du ciel. Chez eux, ils font fondre la glace dans des seaux en fer. Mais c'est impossible dans ta ville car la centrale hydroélectrique n'a toujours pas repris son activité. Avec tes voisins, vous allumez donc des feux dans les rues pour faire fondre la glace. Pendant ce temps, c'est la catastrophe dans les mers et les océans. Normalement, les algues et le phytoplancton absorbent le dioxyde de carbone et libèrent de l'oxygène. Plus de 50% de l'air pur sur Terre existe grâce à ce processus. Mais maintenant, tout est gelé et l'oxygène n'est plus renouvelé. Au bout de quelques mois, les gens commenceront à remarquer qu'ils ont du mal à respirer. De plus en plus de dioxyde de carbone s'accumule dans l'atmosphère. À cause de cela, le ciel bleu devient gris. Les pluies n'arrosent plus les forêts et les jungles. Elles les détruisent. Les arbres, les feuilles et les plantes sont déchirés par toutes ces gouttes de glace. Les récoltes se gâtent, dans le monde entier, les réserves de nourriture se tarissent. Les volcans émettent beaucoup de dioxyde de carbone et de chaleur. Ils pourraient faire dégeler toute cette eau, mais cela prendrait des millions d'années. La température de la Terre a baissé, ce qui ralentit la fonte. Il n'y a que sur les côtes des pays du Sud que la glace commence lentement à fondre. Mais cela ne suffit pas pour sauver la planète du désastre. Les événements les plus tragiques ne se produisent pas sur les mers, mais sur Terre. Les villes situées au pied des collines et les villages de montagne sont évacués. Les habitants prennent leurs affaires et s'éloignent le plus possible de leur maison, près des lacs et des rivières qui s'écoulent à l'intérieur de la roche et sous le sol. Car quand toute cette eau gèle, elle gagne en volume. C'est ce qui s'est passé avec les canalisations en ville. Lorsque tout commence à s'écrouler à l'intérieur des montagnes, on assiste à des glissements de terrain. Les petites villes disparaissent sous les éboulis. Les tremblements de terre emportent les arbres et les maisons sous la surface. Cela se produit partout sur la planète. Pour échapper aux pluies de glace, les gens fabriquent des parapluies en métal léger. Si tu décides de sortir par mauvais temps, tu dois porter un casque ou des bouchons d'oreilles, car le tintement de la glace qui tombe sur le parapluie en métal est assourdissant. Il est nécessaire de protéger les plantes et les cultures de la glace. Les gens placent d'énormes dômes transparents au-dessus des fermes et des champs. Les dômes sont équipés d'un tissu très résistant.
Les morceaux de glace ne le traversent pas et lorsque le soleil commence à la faire fondre, elle passe au travers du tissu et arrose les sols. Les scientifiques créent des stations électriques super puissantes et les installent à différents endroits de l'océan. Ces stations sont équipées d'énormes foreuses qui creusent de longs tunnels dans les profondeurs océaniques. Ensuite, on place là de puissants réacteurs nucléaires. On les recouvre de boucliers de protection pour éviter que les radiations ne contaminent l'eau. Les réacteurs commencent à fonctionner et à faire fondre la glace. Lorsqu'une immense quantité d'eau a fondu, on retire les réacteurs de l'océan. À ce stade, l'eau chauffée fait elle-même fondre l'eau gelée. Ce processus prend des décennies. Pendant que les mers fondent, les habitants des villes réinstallent des systèmes d'égouts. Tout d'abord, un puissant appareil de chauffage est placé à l'intérieur de chaque maison, ce qui fait lentement fondre la glace. Ensuite, les plombiers remplacent les tuyaux cassés. La température du globe se rétablit lentement, mais les pluies glacées continuent de tomber. Pour résoudre ce problème, les scientifiques synthétisent un réactif chimique inoffensif. Chaque jour, des avions supersoniques traversent les nuages de pluie et vaporisent la substance qui transforme les petits fragments de glace en gouttes d'eau. L'eau gelée dans les rochers fond lentement elle aussi, ce qui provoque de nouveaux glissements de terrain. Pour éviter de nouveaux tremblements de terre, des sismologues inventent un scanner qui surveille l'activité des eaux souterraines. Le scanner analyse les températures de la glace et des sols, ainsi que la densité de l'air et de la terre, afin d'établir un profil sismographique en temps réel. Les gens pourront donc savoir à l'avance quand la catastrophe débutera. Tu voulais réchauffer une part de pizza restante, mais quelque chose a terriblement mal tourné. Dès que tu as touché l'appareil, tu as senti une secousse, comme si quelque chose t'avait poussé. Tu as vu des étincelles, entendu quelque chose exploser, puis les ténèbres. Oh, c'est comme si ta tête allait imploser. Qu'est-ce qui se passe? Oh, le micro-ondes. Tu as reçu un choc électrique. Heureusement, tu es en vie et plus ou moins bien. Et surtout, il n'y a pas de feu qui fait rage dans ton appartement. Tu te relèves en gémissant. Les mains tremblantes, tu prends un verre pour te verser de l'eau. Mais quelques instants plus tard, tu te laisses tomber par terre. L'objet est beaucoup plus lourd que tu ne l'imaginais. Mais ce n'est pas tout. Maintenant, il est aussi jaunâtre et pas transparent. Après l'avoir examiné, tu dois admettre que la substance ressemble beaucoup à... de l'or. Tu te moques de toi-même. Puis tu emmènes ton nouveau verre chez un joaillier spécialisé. En sortant de son bureau, tu es complètement abasourdi. Ton verre est bel et bien composé de l'or le plus pur qui existe. Tu ne fais pas trop attention à ce qu'a dit le spécialiste sur un détail un peu étrange de cet or. Tu as des mystères plus urgents à résoudre. Comme, comment diable ce verre est-il devenu en or? Ça a dû se produire au moment où tu l'as touché. Mais après ça, tu t'es accroché aux rampes, aux poignées de porte et tout le reste. Tu as même serré la main du joaillier. Tu rentres chez toi et tu te mets au travail. Tu touches ton canapé, ton lit, tes oreillers, tes tasses, tes assiettes et ton argenterie. Et soudain, une cuillère dans tes mains devient de l'or. Ton pouvoir fonctionne bien, mais pas toujours. Quand bien même, tu vas être riche. Parce que, tu sais, c'est de l'or. Ce métal est extrêmement précieux. Il ne s'abîme pas, il est facile à fondre et il est suffisamment rare pour que les gens l'apprécient. Tu commences à penser à tous tes rêves qui vont enfin se réaliser. Tu peux partir en vacances dans des îles exotiques et acheter la maison de tes rêves. Mais tu étais loin de te douter à ce moment-là du terrible désastre que ta nouvelle faculté allait provoquer. Le temps passe et tu remarques que tu transformes des objets en or de plus en plus souvent. Bientôt, cela se produit 1 fois sur 3 lorsque tu touches quelque chose. Et le jour vient où chaque objet que tu prends devient immédiatement de l'or. Après t'être réjoui pendant 5 bonnes minutes, tu réalises que ce n'est pas si génial que ça. Comment vas-tu cuisiner, dormir, promener ton chien avec une horreur croissante? Tu comprends que ta capacité pourrait finir par être une malédiction, similaire à celle du roi Midas. Il y a un mythe grec à propos d'un monarque qui menait une existence riche et confortable dans un immense château. Mais ce n'était jamais assez pour lui. Il était bien plus ambitieux que ça. Il voulait que tout ce qu'il touche se transforme en or. Cela te dit quelque chose. Mais lorsque son souhait a été exaucé, le roi a découvert que c'était la chose la plus horrible qui lui soit arrivée. Tu frissonnes et tu décides de penser à quelque chose qui ne te stresse pas autant. Par exemple, comment les choses que tu fais sont-elles possibles d'un point de vue scientifique? Est-ce que tu changes simplement les atomes de ce que tu dois choisir de toucher? Prenons une télécommande. Ainsi, dès que tu la prends, elle se transforme en or. Tout devient immédiatement beaucoup plus dense et plus lourd. Les atomes d'or n'apprécient pas la façon dont ils sont serrés les uns contre les autres, alors ils vont commencer à se repousser les uns contre les autres. Boum! Et la télécommande va exploser avec une force énorme.
Mais ça n'arrive pas. Cela signifie que ton pouvoir fonctionne d'une manière différente. Par exemple, si tu ne changes pas les atomes mais les réarranges simplement. Cela expliquerait pourquoi le joaillier a été si surpris et a qualifié ton verre d'or d'étrange. Cet or est un peu mousseux, avec plein de petits trous à l'intérieur. Soudain, tu comprends et tu es encore plus horrifié qu'avant. Tu dois faire très attention maintenant. Que se passe-t-il si tu te penches pour toucher ton chien? Et si tu faisais accidentellement un câlin à ton frère? Ou si tu touchais la main d'un ami? Après avoir paniqué pendant 1 heure environ, tu te souviens qu'une de tes bonnes amies est une super scientifique. Il est temps d'aller la voir. Après avoir surmonté son choc initial, ton ami se lance dans l'action. Bientôt, tu as une solution. Une paire de gants fabriqués dans un matériau spécial. Tu dois porter ces gants à tout moment. Ton ami entre dans les détails en essayant de t'expliquer comment les gants vont protéger le monde de toi. Mais cela semble extrêmement scientifique. Tu perds le fil de son explication et tu arrêtes d'écouter au bout d'une demi-minute. Ta vie est à la fois plus facile et plus difficile maintenant. Tu n'as plus besoin de te contrôler en présence d'autres personnes. Mais en même temps, tu dois apprendre à prendre une douche, à manger, à jouer au volleyball et à caresser ton chien tout en portant tes gants. Heureusement, il ne te faut pas beaucoup de temps pour t'habituer à ton nouveau look. Mais alors, par une journée ensoleillée, tout part en vrille. Tu es dehors dans le parc. Ton chien semble avoir la pêche et tourne en rond. C'est alors que ta main gauche commence à te démanger à l'intérieur du gant. Ah, rien de mal va arriver si je... Et tu retires le gant. Ton chien choisit ce moment pour venir sur tes jambes. Tu perds pied et tu commences à tomber en avant. Tu vois tout ce qui se passe autour de toi comme au ralenti. 1 seconde et ta main sans gant touche le sol. 1 autre seconde et des vagues de couleur dorée commencent à se répandre loin de toi. Elles transforment tout ce que tu vois en or. Et puis tu flottes tout à coup dans les airs. Que se passe-t-il? Tu te souviens du premier verre que tu as transformé en or? Il n'a pas changé de forme ou de taille parce qu'il n'était pas assez grand. Mais pour la planète entière, c'est un gros problème. L'or que tu crées est spongieux. Mais la Terre ne peut pas être spongieuse, sa gravité ne lui permet pas. Elle commence à comprimer la planète et y parvient. Les tout petits espaces entre les atomes qui composent notre beau globe autrefois bleu disparaissent. Et la Terre commence à rétrécir à une vitesse vertigineuse. En un rien de temps, son rayon devient 1/3 plus petit qu'avant. Mais revenons à ta situation actuelle. Tu n'as jamais été coincé dans un ascenseur qui tombe, mais tu penses que c'est ce que ça doit faire. Tu as l'impression que quelqu'un a subitement tiré le levier responsable de la gravité de la Terre et l'a désactivé. Au début, tu es terrifié. Et si, quand la chute cesse, tu frappais le sol avec une force énorme? Mais cela ne s'est pas encore produit, et tu te détends un peu. Le fait est qu'au lieu de s'éloigner ou de se rapprocher, le sol semble tomber en même temps que toi. Depuis ton point de vue, tu vois de l'eau qui flotte dans l'air. Il ne peut s'agir des océans ou des mers. Ils se sont transformés en or au même moment que le sol. Pendant ce temps, l'eau dans l'air commence à former des gouttelettes. Et tu réalises que c'est tout ce liquide qui était dans l'atmosphère avant l'accident. C'est ainsi que tu as décidé d'appeler la catastrophe que tu viens de provoquer. Les seuls autres êtres vivants que tu aperçois sont des oiseaux. Ils devaient être dans l'air lorsque le changement s'est produit. Peu de temps après, tu sens une piqûre. Un moustique. C'est ainsi que tu découvres qu'outre les oiseaux, il existe aussi des insectes volants. 10 minutes plus tard, la planète cesse de rétrécir. Elle a probablement atteint la taille dont elle a besoin. Si ce monde étrange fonctionnait comme il se doit, tu te serais écrasé au sol à une vitesse de près de 30 000 km/h. Mais pour une raison mystérieuse, cela ne se produit pas. Ouf, je suis encore en vie, donc ça ne doit pas être si grave, penses-tu. Mais presque immédiatement, une autre pensée te fait changer d'avis. Sur la planète transformée en or, où vas-tu trouver de la nourriture et de l'eau potable? Qu'arrivera-t-il à l'atmosphère sans les arbres et les algues qui produisent de l'oxygène? Mais ce n'est que le début. La planète se retrouve comprimée tout à coup avec une force énorme. C'est pourquoi les températures dans son noyau deviendront bientôt aussi élevées que dans le noyau d'une étoile. De plus, lorsque la planète finira de s'effondrer sur elle-même, une puissante onde de choc catapultera son atmosphère dans l'espace. Au final, la boule de plasma rougeoyante en laquelle notre planète va se transformer va se refroidir. La Terre deviendra une boule d'or brillante, suspendue quelque part entre Mars et Vénus. Tu vas bientôt le découvrir. Mais pour l'instant, tu te tiens au milieu d'une vaste plaine d'or. Dans ta tête, il n'y a que des questions et pas une seule réponse. Tu es à la campagne depuis plusieurs jours et tu te reposes dans ta maison en bois. Le matin, tu te réveilles avec l'impression de flotter quelque part. Tu regardes par la fenêtre et tu vois que tout bouge. Tu sors de la maison en courant, mais après un premier pas, ton pied s'enfonce légèrement dans le sol.
Il n'a pas plu, le sol n'est pas mouillé, mais on a l'impression de marcher sur un lit mou. Tu vois ta propre maison en bois et celle de ton voisin emportées par le vent. Les villageois ne comprennent pas ce qui se passe. Tu rencontres un de tes amis et il dit que sa maison a complètement disparu, comme si quelqu'un l'avait volée. Tu te souviens de sa maison très chère en briques rouges et tu ne peux pas t'imaginer que quelqu'un l'ait volée. Ensuite, tu vois que toutes les maisons qui flottent sont en bois. Les autres, faites de briques, ont aussi disparu. Au centre du village, une sorte de coulée de boue s'est formée, entraînant tout sur son passage. Tu essaies de courir, mais le sol semble se dérober sous tes pieds. Cela ne ressemble pas à un tremblement de terre. Tu as l'impression d'être sur un énorme radeau au milieu de la mer. Au début, il t'est difficile de garder l'équilibre et tu tombes à plusieurs reprises. Plusieurs autres coulées de boue se forment tout autour. Tu vois des voitures devant toi, tu cours vers elles pour demander de l'aide et tu découvres que la route a disparu. Tu cours jusqu'à une voiture dans laquelle une jeune femme écoute la radio. Toutes les chaînes diffusent le même message. Pour une raison quelconque, les rochers ont disparu partout dans le monde. Imagine maintenant que tu es un alpiniste professionnel et que depuis plusieurs heures, tu escalades une montagne escarpée. Enfin, tu atteins le sommet. Tu lèves les mains et tu pousses un cri de joie. Une seconde plus tard, le cri de joie se transforme en cri d'horreur. La montagne disparaît sous tes pieds. Tu n'en crois pas tes yeux, mais tu es en train de tomber. Heureusement, directement dans de l'eau. Tu émerges des profondeurs et tu vois une plage de sable là où se trouvait la montagne quelques instants plus tôt. Tu nages vers le bord, mais le sable semble avoir été emporté. Le sable n'a pas disparu car il est fait de morceaux de quartz, pas de pierre. Ce ne sont pas seulement les roches de la surface qui ont disparu, mais aussi les plaques tectoniques, ce qui a modifié tout le paysage. L'Everest est devenu une petite colline de neige et de glace. Des rochers disparaissent partout dans le monde, provoquant des catastrophes au niveau planétaire. Il n'y a plus de collines sur la planète. Si tu veux voir le monde de haut, va en Antarctique et escalade un énorme glacier. Toutes les maisons construites en béton, en briques ou en argile disparaissent puisque ces matériaux sont constitués de roches concassées. Partout dans le monde, l'humanité perd ses grands monuments. Les expositions d'art moderne et les musées historiques perdent leurs pièces de pierre et d'argile. De riches amateurs d'art ont acheté des sculptures en pierre aux enchères pour des millions de dollars hier. Et ce matin, ils se sont réveillés sans rien, pas même un toit au-dessus de leur tête. Les bijoux en pierres précieuses ont disparu. Il ne reste que les métaux. Avant l'incident, les principales réserves de métaux étaient cachées dans les roches. Alors maintenant, elles gisent sur le sol ou profondément dans le sol. Tu peux te promener dans la rue et trouver des pièces d'or, d'argent et d'autres objets de valeur qui traînent. Mais les gens n'aiment pas la richesse en ce moment. Ils fuient leur maison et quittent les vestiges des villes. Toutes les routes et les gratte-ciels sont en ruine. Les armatures métalliques et le verre tombent par terre. D'énormes tourbillons de boue se forment partout dans le monde et aspirent tout dans leur sillage comme des trous noirs. Le bois devient la ressource la plus précieuse. Les gens abattent frénétiquement des arbres et construisent des maisons en bois. Les scientifiques du monde entier sont abasourdis. Ils ne peuvent plus travailler dans ces nouvelles conditions. Les laboratoires et les centres de recherche sont détruits et beaucoup de matériel scientifique est enterré sous les décombres. Quelqu'un émet l'hypothèse que la composition moléculaire des roches a subitement changé et qu'elles se sont volatilisées. Plusieurs mois se sont écoulés. Les gens s'habituent à leur nouveau mode de vie. Il n'y a pas d'usine de traitement des métaux, donc tout le monde apprend à manipuler le fer, l'aluminium et les autres métaux par eux-mêmes. Les détecteurs de métaux trouvent facilement ces matériaux sous terre. Parfois, il faut creuser beaucoup pour les trouver. Les règles de construction changent. Plus personne ne construit de fondation en béton. Tout le monde recherche la facilité et la praticité. Les gens vivent dans de petites maisons en bois et les isolent avec du verre, du coton et de la laine. Pendant tout ce temps, tu as développé un incroyable sens de l'équilibre intérieur. Il est difficile de te faire tomber car les fréquents tremblements de terre te donnent énormément d'entraînement. De plus, tu ressens les moindres mouvements du sol. Tu voyages toujours léger et tu sais reconnaître à l'avance une coulée de boue qui approche. Pour te préparer à l'hiver prochain, tu pars en randonnée pour trouver du métal, des arbres et du sable pour l'isolation. Très vite, tu réalises que tu n'en auras pas besoin, car tu sens la chaleur qui vient directement du sol. La chaleur du noyau atteint maintenant la surface puisque l'épaisse couche de roche a disparu. Tôt ou tard, le sol sera si chaud qu'il sera difficile de marcher dessus pieds nus. La neige tombe, mais elle fond avant de toucher le sol. L'air se réchauffe tellement en hiver que les gens se promènent en vêtements légers. Dans quelques centaines d'années, notre planète perdra d'énormes réserves d'eau. Le liquide s'évaporera, se condensera en d'énormes nuages, pleuvra, puis s'évaporera à nouveau. Il y aura de moins en moins d'eau.
Le réchauffement de l'océan entraînera l'extinction du phytoplancton et des algues, qui fournissent à la Terre la majeure partie de l'oxygène. Ensuite, les arbres se dessécheront à cause du manque d'humidité. Ou bien l'océan mondial refroidira le noyau et nous perdrons alors le champ magnétique de la Terre. Dans ce cas, le travail de l'atmosphère sera perturbé et nous ne pourrons plus nous protéger des rayonnements cosmiques. Dans tous les cas, l'humanité devra se préparer à déménager. Sans pierre, il est difficile d'extraire du métal et de construire des vaisseaux spatiaux. Mais nous avons aussi quelques avantages. Grâce à l'accès libre à la chaleur de la Terre, l'humanité bénéficie d'un approvisionnement illimité en énergie. À partir des métaux découverts, les hommes construisent des machines simples qui peuvent trouver et extraire encore plus de métaux. Puis des mécanismes plus complexes apparaissent. La quantité de travail s'accroît et tout cela grâce à l'énergie interne de la Terre. Le projet de création d'une nouvelle civilisation bois-métal bat son plein 7 jours sur 7. De nombreux lacs et rivières dans le monde se sont complètement asséchés. Le manque d'eau est comblé par la fonte des glaciers, mais pas pour longtemps. Le temps se réchauffe chaque mois et le sol devient plus instable. De nombreux systèmes de sécurité destinés à protéger les maisons des coulées de boue deviennent très populaires. Si une coulée de boue commence sous la maison, un dispositif spécial concentre toute la chaleur à l'intérieur en un seul point et crée un flux d'air chaud. Ensuite, le toit s'ouvre et une énorme boule de toile est libérée, qui est alors remplie de la chaleur collectée. En quelques secondes, la boule s'élève dans le ciel et soulève toute la maison avec ses habitants. Parfois, lorsque trop de coulées de boue se produisent, on peut voir des milliers de maisons volantes remplir le ciel. Chaque habitation possède un volant qui permet de contrôler le vol et de choisir la direction. Lorsque la maison arrive dans une zone sûre, elle atterrit lentement, le flux d'air chaud est coupé et le ballon se replie sur le toit. Il fait trop chaud sur Terre, il est difficile pour les humains de vivre ici. Heureusement, cela va bientôt s'arrêter. Les gens ont créé une technologie qui permet de voyager dans l'espace. Non, ce n'est pas une énorme arche, les gens ne pourraient pas se réunir en un seul endroit pour la construire, car le paysage de la planète change constamment. À la place, des centaines de millions de maisons s'envolent dans l'espace. Elles sont équipées de supermoteurs, d'oxygène, de réserves de nourriture et de panneaux solaires. Toutes les maisons sont connectées en un seul réseau, et les gens maintiennent la communication entre elles. Si quelque chose se casse dans une maison ou qu'elle tombe en panne de carburant, les autres viennent à l'aide. Les humains quittent l'orbite de la Terre et regardent leur planète fondre lentement. Elle ressemble à un œuf qui aurait cuit trop longtemps. Des torrents de magma sortent du sol et des éclairs jaillissent des nuages noirs. Notre planète devient aussi chaude qu'au moment de sa naissance. Heureusement, tu n'auras pas à voler bien loin. Les humains partent juste coloniser Mars. Tu essaies de te faufiler dans les labyrinthes sombres des anciennes pyramides à la recherche de l'immortalité. Tu ouvres le verrou de la porte et tu entends un bruit très fort. Tout ce qui t'entoure se met à trembler et tu vois une énorme porte s'ouvrir. La pièce est remplie d'or et de parchemins anciens. Un grand bol doré tombe à tes pieds. Mais tu le repousses du pied et tu avances car tu es venu ici dans un autre but. Tout à coup, tu entends des bruits de pas. Tu te planques rapidement derrière un pilier et tu vois un homme surgir des profondeurs de la pièce. Tu as peur car le vieil homme ressemble à une momie vivante. Sa peau est sèche et étirée sur son squelette. Il traîne ses longs cheveux derrière lui comme la traîne d'une robe. Et il est en train de sourire. L'homme t'invite à t'asseoir à côté de lui. Il s'avère que ce vieil homme est le dernier survivant d'une ancienne civilisation qui voulait découvrir le secret de l'immortalité. Et ils ont réussi. Il y a environ 3000 ans, cette tribu a tenu son rituel. Ils ont dansé autour d'un feu et d'un énorme chaudron. Ils ont provoqué une grande tempête avec leur danse. Et une seconde plus tard, un énorme éclair a frappé le chaudron. Il y a eu une colonne de lumière bleue pendant plusieurs minutes. Pendant ce temps, la tribu entière a continué à danser et à chanter. Quand l'orage est passé, le chef de la tribu s'est approché du chaudron. Il ne restait que quelques gouttes. Il les a versées dans une fiole et a bu. La seconde suivante, son corps s'est mis à rayonner et il s'est senti plus fort que jamais. C'était l'élixir d'immortalité. Cet homme a récemment célébré son 3000e anniversaire. Il avait reçu toutes les connaissances disponibles pour un homme de son temps. Il a erré dans le monde et a enseigné à d'autres personnes. Mais ensuite, il a étrangement décidé de s'enfermer dans une pyramide et de vivre seul pour l'éternité. Pour récompenser ton intelligence et ta dextérité, le vieil homme te donne cette même fiole d'élixir. Tu en bois quelques gouttes et tu sens une sensation de brûlure se répandre dans tout ton corps. Tes mains deviennent terriblement puissantes. Le feu s'apaise et à partir de ce moment, tu es immortel.
Il y a cependant une condition. Tu vivras éternellement, mais ton corps vieillira à l'infini. Un jour, tu deviendras un vieil homme tout rabougri. Tu rentres chez toi et des centaines de journalistes t'attendent à ta descente d'avion. Caméra qui flash, microphone, ça y est, tu es une vraie célébrité. Et tu dois décider comment passer ton temps infini sur Terre. Et pendant que ton corps est jeune, tu décides de faire tout ce dont tu avais peur avant. Tu passes les 20 années suivantes de ta vie à voyager à travers le monde. Tu as été jusqu'à l'Everest, la plus haute montagne du monde. Et tu es descendu dans la fosse des Mariannes, l'endroit le plus profond de la Terre. Tu as fait du surf à Hawaï et du ski dans les Alpes. Tu as même atteint le pôle Nord en chien de traîneau. Enfin, tu as visité la Station spatiale internationale en tant que touriste. Tu n'as peur de rien car tu sais que tu vivras éternellement. Maintenant, tu parais 40 ans. Et quand tu vas en boîte pour danser jusqu'au matin, tout le monde te regarde avec étonnement. Mais tu te sens si jeune! Alors il est temps d'avoir de nouveaux hobbies. Le breakdance, pourquoi pas? Oh, voici pourquoi. Tu fais un mouvement stupéfiant et tes os craquent comme ceux d'un vieil homme. C'est parce que tu as 50 ans maintenant. Le moment est venu de changer de carrière et tu décides que tu dois acquérir toutes les connaissances dont dispose l'humanité. Il te faut 10 ans pour obtenir une formation dans les meilleures universités du monde. Tu comprends comment fonctionne le mécanisme de notre civilisation et tu le gères. Et maintenant, en plus de l'immortalité, tu as une fortune colossale. Mais tu te regardes dans le miroir et tu ne te sens pas heureux. Tu commences à vieillir, tes cheveux ne sont plus aussi soyeux qu'avant et il y a des rides partout sur ton visage. Mais 60 ans, ce n'est rien comparé à l'infini qu'il te reste à vivre. Alors maintenant, ton objectif est de trouver un moyen de prolonger la jeunesse de ton corps. Pour ce faire, tu sors ton microscope et tu commences à étudier le processus de vieillissement. Notre corps est comme un énorme puzzle composé de grands blocs. Ces blocs sont les organes. Ils sont constitués de blocs plus petits qui sont des tissus. Ils se regroupent pour former un organe fonctionnel. Tous les tissus sont constitués de blocs beaucoup plus petits, les cellules. Lorsque nous sommes jeunes, nos cellules sont petites et actives. Elles se multiplient et se renouvellent sans cesse. Cela permet à nos tissus et à nos organes de rester comme neufs. Mais en vieillissant, les cellules perdent cette capacité. Elles se multiplient moins activement, augmentent en taille et ont un mauvais rendement. Et comme les vieilles pièces d'une voiture, elles commencent à mal fonctionner et à tomber en panne. Et le voyant moteur s'allume. Tu travailles donc en laboratoire pour créer une potion qui permettra à tes cellules de continuer à se diviser et à fonctionner. Tu as passé 10 ans de plus de ta vie à faire ça. Maintenant, tu as l'air très vieux, mais le résultat de tes 10 années de travail est un échec. Comme d'autres scientifiques, tu as conclu que tes cellules perdaient la capacité de se régénérer passé un certain âge. Elles ne peuvent plus compenser les dommages que divers facteurs nous font subir. C'est pour cette raison que le chef de l'ancienne tribu, âgé de 3000 ans, a décidé de se cacher dans la pyramide. Il s'est isolé de tout dommage extérieur afin que son corps ne soit pas exposé à un quelconque danger. S'enfermer dans un endroit sûr semble être la seule solution. L'air de la pyramide ne contenait aucune bactérie nocive, mais il était si sec qu'il a transformé le corps du vieil homme en une véritable momie. Tu as suffisamment d'argent pour construire une serre assez luxueuse. L'intérieur de ton manoir est donc tapissé de feuilles de plastique hermétiques pour te protéger des bactéries. Chaque meuble de l'intérieur est maintenant emballé dans son propre film. Il faut que tu portes une combinaison spatiale étanche sur Terre avec un réservoir d'air purifié. Et surtout, plusieurs hélicoptères font descendre un dôme de verre sur ta maison. Maintenant, cet aquarium est ta maison pour toujours. Littéralement, pour toujours. Tous tes invités et employés dans la maison doivent également porter des combinaisons hermétiques pour ne pas t'infecter avec quoi que ce soit. Oh, c'est l'heure du dîner. Quelques tubes de nourriture, ça a l'air décevant. Le problème avec la nourriture, c'est qu'elle contient des bactéries et des germes. Habituellement, notre corps les combat facilement et nous savourons un hamburger sans penser aux éventuels inconvénients. Mais ton corps pourrait ne pas être capable de le supporter. Donc à partir de maintenant, tu ne peux manger que des aliments spécialement traités. Quelques décennies plus tard, tu ne mangeras que des solutions nutritionnelles pour garder ton estomac hors de danger. Mais tu peux quand même sortir te promener. Pour cela, tu as besoin d'une bulle hermétique avec une roue, comme celle avec lesquelles jouent les hamsters. Tu peux te promener dans les rues et admirer ta ville natale, qui commence progressivement à ressembler à un film futuriste. Des enseignes néons, des voitures volantes, des hologrammes et des robots partout. C'est ton 200e anniversaire. Et le cadeau que tu t'offres est un véhicule volant spécial dans lequel tu peux faire le tour du monde en toute sécurité, sans toucher rien ni personne. Toute cette technologie te fait te sentir jeune à nouveau, mais ton visage est triste. C'est à cause de ton cerveau, il vieillit comme le reste de ton corps. Et notre cerveau, comme un ordinateur, a une limite de mémoire. Toute ta vie active,
Tout ton surf et tout ton parachutisme sont enregistrés sur cet ordinateur sous forme de fichiers vidéo. Il y a trop de ces fichiers à présent, si bien que lorsque tu enregistres un nouvel événement dans ton cerveau, il supprime de ta mémoire quelque chose d'ancien et d'inutile. Par exemple, la formule pour trouver l'aire d'un trapèze. Tout naturellement, tu veux étendre ta mémoire. Tu peux insérer une clé USB supplémentaire dans ton cerveau. Cela résout le problème pour les prochaines décennies. Mais ton corps continue de vieillir. En l'an 2300, tu lis des informations sur une percée scientifique. Ils ont créé un ordinateur sur lequel tu peux transférer ta conscience. Et maintenant, cet ordinateur est dans ta maison, mais tu as peur. Notre identité est constituée de nos souvenirs et de nos pensées. Mais si tu les transfères dans un ordinateur, seras-tu toujours toi-même ? Ou ne sera-t-il qu'une copie de toi ? Et qu'advient-il alors de toi en tant que personne ? La peur et le désespoir t'envahissent. L'immortalité est à la fois un grand cadeau et un grand fardeau. Tu es tout seul, ta famille et tes amis ne sont plus là avec toi, 200 ans après que tu sois devenu immortel. Tout ce que tu as maintenant, c'est un corps anormalement vieux, et tu t'en veux un peu d'être devenu immortel. Tu travailles dans une grande réserve naturelle qui abrite plus de 1000 espèces d'animaux. La nuit, tu traverses le territoire en jeep pour voir si tout va bien. La plupart des animaux dorment. Soudain, tu entends les singes crier. Ils sautent de branche en branche. Un troupeau de chevaux sauvages sort de la forêt en courant. Ils ont l'air inquiets, eux aussi. Tu entends de nombreux animaux pleurer. On dirait qu'une chose étrange et inconnue s'est réveillée et a horrifié toute la réserve. Tu vois un éclair dans le ciel nocturne, c'est une météorite et elle vole droit vers toi. Tu montes dans ta voiture, tu appuies sur l'accélérateur et tu t'éloignes le plus loin possible. La roche spatiale tombe juste devant toi et projette ton véhicule sur le côté. Tu t'évanouis. La météorite tombée émet une étrange lueur jaune. Tu es inconscient à l'intérieur de ta voiture renversée. Tous les animaux se sont calmés. Des milliers d'entre eux s'approchent silencieusement de la météorite. Son énergie vous enveloppe, toi et tous les animaux autour. Plus l'énergie rayonne, plus la roche spatiale rétrécit. Au matin, la météorite s'évapore dans l'air. Elle a absorbé les pouvoirs des animaux et te les a transmis. Tu te réveilles dans l'herbe près de ta voiture, entouré de plusieurs personnes. Ce sont les employés de la réserve et des agents en costume sombre. Ils étudient le cratère dans le sol et te demandent ce qui s'est passé. Tu leur parles de la météorite et ils t'ordonnent de les suivre. L'un d'eux te saisit fermement par les épaules. Tu n'aimes pas ça et tu veux t'échapper. Deux agents te tiennent. Tu te mets en colère et tu sens tes muscles se contracter et ta peau se couvre de fourrure. Tu repousses rapidement les hommes et tu rugis. Tes ongles se sont transformés en griffes. Tu as reçu les pouvoirs d'un ours et tu es aussi fort et féroce. Tu t'enfuis dans la forêt, mais les agents te suivent. Tu veux être plus rapide et tu sens ta colonne vertébrale changer de forme. Tu cours désormais à quatre pattes très vite. Tu as le pouvoir du guépard, l'animal le plus rapide de la Terre. C'est incroyable. Tu peux utiliser ton esprit pour acquérir les pouvoirs de n'importe quel animal. Tu te caches dans la forêt. Les agents sont loin derrière toi. Tu entends un hélicoptère dans le ciel, il projette un faisceau lumineux de projecteurs. Aïe, ils t'ont remarqué. Les agents utilisent un mégaphone pour te demander de t'arrêter. Mais tu sais ce qui t'attend. Des laboratoires, des expériences, la vie dans une cage. Tu as vu beaucoup de films à ce sujet, alors tu n'abandonneras pas. Tu cours hors de la forêt. Ils tirent des fléchettes sur toi. Tu te diriges rapidement vers un grand lac et plonges dedans. Des branchies se forment sur ton cou. C'est si bon de faire passer de l'eau à travers elles. Des palmes ont poussé sur tes bras et tes jambes. Tes pieds sont comme des nageoires. Tes jambes fusionnent pour former une grande queue et tu es maintenant un morse. Tu traverses rapidement le lac à la nage et débarques sur le rivage de l'autre côté. Plusieurs voitures et motos font le tour du lac pour te rattraper. Il y a une autre forêt devant toi, mais cette fois, elle est trop dense. Il n'y a pas d'espace pour courir vite, mais tu peux avoir la force d'un singe. Tes mains s'allongent et tes doigts deviennent plus forts. Tu sautes sur un arbre, tu grimpes au sommet et tu scannes des yeux la réserve. Tu dois aller vers le sud et atteindre une petite ville pour te restaurer. Après quelques heures, tu atteins la limite de la réserve. Tu dois maintenant sauter par-dessus une haute clôture. Tes jambes deviennent fortes, tu sautes comme un kangourou, mais ce n'est pas assez haut. Tu tombes au sol. L'hélicoptère te rattrape. Tu acquiers des pouvoirs de lézard. Des écailles collantes poussent sur tes paumes.
Tu escalades rapidement le mur de béton et sautes de l'autre côté. Tu te retrouves dans les hautes herbes. Des agents viennent vers toi de tous les côtés. Tu penses à te transformer en serpent, tes bras et tes jambes fusionnent avec ton corps. Tu peux maintenant ramper. Tu passes devant tous les agents et tu te retrouves sur la route. Tu vois une voiture au loin, tu lèves la main et lui demandes de s'arrêter. Oh non, c'est le véhicule des agents. Ils t'entourent. Le projecteur de l'hélicoptère est braqué sur toi. Tu n'as nulle part où aller. Mais tu peux voler. Tes vêtements se déchirent dans ton dos, d'énormes ailes poussent de tes omoplates. Tu t'élèves dans les airs. Il fait plutôt froid ici, mais les plumes sur ton corps te protègent du vent. Super, tu peux voler. C'est incroyable. Mais aïe, tu as l'impression que quelqu'un t'a pincé par derrière. C'est une fléchette. Ils t'ont eu. Tu as envie de dormir et tu te laisses redescendre. Tu fais un atterrissage brutal près d'une petite maison en bois. Des agents courent vers toi. Tu acquiers les pouvoirs d'un autre animal et tu t'évanouis. Les agents fouillent la maison mais ne te trouvent pas. Peut-être que la fléchette avec le somnifère n'a pas fonctionné sur toi. Après quelques minutes, ils repartent. Pendant ce temps, tu dors paisiblement contre le mur de la maison. À la dernière seconde, tu as réussi à acquérir des pouvoirs de caméléon. Tu as fusionné avec le mur et es devenu invisible. Tu dors encore quelques heures. Le soleil se lève. Une Jeep rouillée s'arrête dans la cour. Un vieil homme et un chien en sortent. Le chien court vers toi et commence à te lécher le visage. Le vieil homme se rend compte qu'il y a une personne invisible devant lui. Tu reprends tes esprits et tu racontes au vieil homme ce qui t'est arrivé. Il te donne de la nourriture et des vêtements propres. Tu le remercies et tu t'en vas. Maintenant, tu dois quitter le pays le plus vite possible. Tu penses à te transformer en chauve-souris. Des ailes palmées poussent dans ton dos et tu as des crocs. Tu voles sans rien voir. Ta vue s'est détériorée, mais ton ouïe est tout simplement fantastique. Tu as un pouvoir d'écolocation et tu peux émettre des ultrasons à haute fréquence. Quelque part au loin, tu entends le cri d'une personne familière. Oh non, c'est le vieil homme. Les agents l'ont attrapé. Tu fais demi-tour et voles directement vers la maison. L'un des agents te voit. Il hurle de terreur. Tu atterris et te transformes en rhinocéros. Ton corps devient énorme et ton nez s'allonge. Tu accélères et renverses plusieurs agents. Puis tu retournes leur voiture, cours dans la maison et libères le vieil homme. Il monte sur ton dos car tu es maintenant un cheval et vous partez loin d'ici. Tu atteins les montagnes. Le vieil homme a l'air fatigué mais reconnaissant. Tu ne peux pas partager sa joie car tu ne sais pas comment tout ça va se terminer. Tu demandes au vieil homme de se cacher pendant que tu distrais les poursuivants. Tu penses à un autre animal. Tes jambes et tes bras se transforment en sabots. Tu grimpes en haut d'une falaise comme une chèvre. Ils ne peuvent pas t'attraper. Mais à ce moment-là, l'hélicoptère réapparaît. Un agent te vise avec une fléchette. Des aiguilles poussent dans ton dos. Tu as des pouvoirs d'un porc épic. Tu tires quelques aiguilles vers l'agent. Cela le distrait pendant quelques minutes. À ce moment-là, un puma te saute dessus, sorti de nulle part. Il te griffe. Tu penses à un lion et obtiens ses pouvoirs. Tu te mets sur tes pattes arrière et tu rugis très fort. Le puma prend peur et s'enfuit. L'hélicoptère s'envole. Tu accélères, sautes de la falaise et obtiens les pouvoirs de l'oiseau le plus rapide du monde, le faucon pèlerin. Tu fais un piqué à toute vitesse et atterris dans la forêt. Tu dois maintenant trouver le vieil homme. Tu as un museau de chien. Tu peux maintenant sentir l'odeur de ton ami et te diriger vers lui. À ce moment-là, tu trouves un excellent plan pour arrêter les agents. Ceci se passe dans un futur proche. Nous avons fait la plus grande découverte spatiale de l'histoire. Toute la population de la Terre lève les yeux vers le ciel pour voir le plus formidable spectacle astronomique de tous les temps. Est-ce que c'est réel ? Qu'est-ce que cela signifie ? Depuis des lustres, des scientifiques étudient des galaxies, des planètes et des trous noirs qui se trouvent à des millions d'années-lumière de nous. Mais pendant tout ce temps, quelque chose de fantastique se trouvait au-dessus de nos têtes sans que nous le remarquions. Sur la Lune. D'ici quelques années, les humains auront recommencé à se rendre sur la Lune pour finalement y installer une base permanente. Un jour, en creusant le paysage lunaire, une foreuse percute quelque chose de dur comme une plaque de métal. Et il s'avère que ce métal contient du polycarbonate, de l'aluminium, de l'or et de l'argent. C'est très similaire à quelque chose que nous possédons déjà sur Terre. En gros, c'est la matière dont sont faits les CD. Les spécialistes commencent à faire des fouilles. Qui sait ce qu'il y a d'autre là-dessous ?
la Lune pourrait devenir notre plus grande ressource. Au bout de quelques mois, les ouvriers de ce chantier lunaire découvrent des dizaines et des dizaines de mètres de cette surface brillante. Au début, tout cela demeure sous le sceau du secret, mais un an plus tard, on ne peut plus se taire. Les équipes chargées de l'excavation ont dégagé une énorme plaque brillante rectangulaire de la taille de 10 terrains de football. Et cette plaque n'est pas seule, il y en a littéralement des millions. Après un peu plus de recherche, les scientifiques découvrent que toute la surface de la Lune est recouverte de ce matériau étrange. Les gens regardent maintenant chaque nuit cette Lune extraordinaire dans le ciel étoilé. Elle brille un peu plus qu'avant. Il suffit du télescope le plus ordinaire pour voir que les choses sont sur le point de devenir franchement étranges. Les travaux d'excavation ne sont pas terminés, mais les scientifiques ont conclu que la Lune était une énorme boule disco. Qui l'a créée? Pourquoi? Et qu'est-ce que cela signifie pour nous, les humains? Personne n'a de réponse. Bientôt, nous parvenons à dégager plus de la moitié de la surface. À certains endroits, les plaques sont trop profondes pour être atteintes. Elles sont coincées sous les montagnes. À d'autres endroits, elles se trouvent directement sous la surface. Mais même avec cette découverte folle, les propriétés de la Lune restent inchangées, sauf qu'elle est beaucoup plus lumineuse. Les tentatives pour creuser plus profondément afin de percer les plaques ne donnent rien. La couche de polycarbonate et d'alliage métallique est trop épaisse et semble s'enfoncer trop profondément jusqu'au cœur de la Lune. Certains scientifiques suggèrent que si la surface de la Lune ressemble à un CD, cela pourrait signifier qu'il y a des informations enregistrées dessus. Cela changerait le cours de l'histoire. Ils décident de construire un lecteur laser pour voir si la Lune est vraiment un énorme CD. Pendant ce temps, le forage continue. Sur la face cachée de la Lune, les chercheurs trouvent un petit cratère. Étonnamment, il n'y a pas de matière brillante à l'intérieur. Ce trou parfaitement rond ressemble à un lac asséché. Au début, tout le monde suppose qu'il y avait une plaque à cet endroit et qu'elle a simplement dû s'envoler. Mais alors, pourquoi ce cratère est-il si parfaitement rond? Après une enquête un peu plus poussée, les chercheurs trouvent quelque chose qui ressemble à du plastique. Qu'est-ce qui se passe? Puis soudain, les fouilles s'arrêtent. L'énorme foreuse se fracasse contre un alliage épais de plastique extrêmement résistant. Un disque en plastique parfaitement rond se cache à l'intérieur du cratère et il semble être unique. Il devient évident que cette énorme boule disco a été créée par quelque chose, il y a des milliards d'années. Depuis, elle a été recouverte par la poussière cosmique. Les spécialistes en informatique scannent toute la surface lunaire à l'aide de satellites. Ils trouvent quelque chose. Il semble qu'un système électronique complexe soit caché sous le disque. En prenant un peu de recul, on s'aperçoit que le cratère ressemble beaucoup à un bouton. Et il est temps d'appuyer sur l'interrupteur de la Lune. Pour comprendre ce qui se passe là-dessous, les scientifiques essaient encore et encore de traverser la couche de plastique. Pendant qu'ils font ça, il y a un accident. Une foreuse automatique explose en raison d'une pression folle. L'explosion est si forte qu'elle active le bouton. Toute l'humanité se fiche de peur. Un grand silence s'installe. Un vrai silence. Et puis, cela arrive. La Lune commence à tourner très lentement sur son axe. Et heure après heure, elle se met à tourner de plus en plus vite. On se dépêche de faire descendre tout le monde de la Lune, car bientôt, elle tournera trop vite pour qu'on puisse en décoller en toute sécurité. Des tas de gens traversent la moitié de la planète en avion jusque là où il fait nuit pour voir ce qui se passe sur la Lune. Toutes les chaînes de télévision, les sites web, les blogs, les vlogs, les flux en direct, tout le monde diffuse les mêmes images. Celles de l'immense boule disco dans notre ciel. La Lune commence à tourner si vite que la roche et le sable détachés de sa surface sont éparpillés dans toutes les directions. Certains de ces débris lunaires tombent sur la Terre en une incroyable pluie de météores. La Lune tourne de plus en plus vite. Elle ressemble maintenant vraiment à une boule disco. Le ciel nocturne est éclairé de brillants rayons blancs. C'est du jamais vu. Les gens sont en extase, émerveillés, envoûtés. Mais quelques instants plus tard, l'humanité entière sombre dans une peur profonde. Les astronomes signalent que la Lune s'approche de la Terre. Lorsqu'elle sera trop près, la gravité de la planète la détruira et la boule disco géante viendra s'écraser sur nous. D'heure en heure, la Lune grossit dans le ciel nocturne. On fait état d'inondations dans le monde entier. Les gens dépoussièrent leurs bunkers souterrains et se réfugient à l'intérieur. Nous n'avons pas le temps de faire exploser la Lune avec une fusée ou un autre truc dans ce genre. C'est peut-être la fin. La Lune se rapproche de plus en plus de l'atmosphère terrestre, puis elle s'arrête et... plus rien ne se passe. Incroyable! La boule disco n'est pas affectée par la gravité de notre planète. Une forme de technologie ancienne à l'intérieur de la Lune vient de nous sauver du désastre.
Puis, un son assourdissant retentit dans le ciel nocturne. Il provient de la boule disco. L'onde sonore désintègre tous les nuages. On dirait un rugissement, une basse assourdissante qui fait trembler le sol. C'est impressionnant, effrayant. Mais ensuite, un rythme commence à se faire entendre dans ce mur de son. Impossible! La lune émet de la musique. Puis, certaines plaques commencent à changer de couleur. Elles deviennent violettes, roses, bleues, vertes. C'est fou! Les rayons colorés dansent sur la surface de la Terre et ça donne à tout le monde une énergie folle. On a tous envie d'être dehors, avec des amis, des voisins, n'importe qui. Un instant, tu te tiens sous une lueur verte et une seconde plus tard, tout ce qui t'entoure s'illumine de rose. L'incroyable spectacle de lumière suscite une immense envie de danser en chacun. Des DJ du monde entier s'associent pour enregistrer un tout nouveau son qui viendra se mêler à la musique de la Lune. Ils l'appellent MLB, le Moonlight Beat. Les gens du monde entier sortent dans les rues et donnent le coup d'envoi de la plus grande fête jamais organisée. Les scientifiques pensent maintenant qu'il y a des milliards d'années, notre planète était habitée par des êtres intelligents et immenses de la taille du mont Everest. Ils voulaient faire la fête et ont entrepris de créer une énorme boule disco. Puis ces créatures sont parties sur une autre planète, on commençait à être un peu à l'étroit sur Terre. Et la boule disco a tout simplement été oubliée. Au cours des millions d'années qui ont suivi, la poussière et la roche l'ont recouverte complètement. Pendant plusieurs mois, la Lune continue de tourner et les DJ se relaient aux platines. Les gens commencent à en avoir un peu marre de tout ça. Ils veulent un peu de silence et un ciel étoilé paisible. Ça suffit avec cette boule disco scintillante. L'humanité commence à souffrir d'insomnie et de vertige. Tous les avions sont cloués au sol car ces flashs de couleurs vives empêchent les pilotes de voir correctement. Malheureusement, personne ne sait comment éteindre ce truc et il est impossible d'étudier le problème car la Lune tourne vraiment trop vite. Mais cela se résout tout seul. La boule s'arrête un jour d'elle-même et retourne sur son orbite. Il est possible qu'elle soit simplement à court de batterie. Les gens ne sont pas vraiment pressés de la réactiver, mais ils laissent des instructions détaillées à leurs descendants au cas où ils voudraient organiser une énorme fête mondiale. Ok, allez viens, suis-moi. Si tu réunissais et pesais toutes les araignées du monde, tu obtiendrais 250 millions de tonnes d'arachnides. Attends, avant de t'enfuir, pour faire la comparaison, sache que le poids du Titanic était de 52 000 tonnes et la grande pyramide de Gizeh pèse, elle, 6,5 millions de tonnes. Bon, tu as raison, ça ne me rassure pas non plus, mais ok, allons-y. La plus grande araignée que les gens connaissent est la Goliath mangeuse d'oiseaux d'Amérique du Sud. Ouais, cette araignée brune, poilue et de la taille d'un chiot a généralement une envergure de 30 cm. Son corps est de la taille d'un grand poing et son poids est de plus de 170 grammes. Quand cette créature se déplace, elle émet des sons bizarres et inquiétants. C'est le bruit que font les pattes de l'araignée. Elles ont des extrémités dures qui frappent le sol comme les sabots d'un cheval, mais pas aussi fort. Si tu vois cette créature imposante dans la forêt tropicale et que tu t'approches d'elle, tu remarqueras peut-être qu'elle frotte ses pattes arrière contre son ventre. Comme c'est mignon, penseras-tu certainement au début. Mais ensuite, tu crieras de douleur. Cette araignée se protège en envoyant des nuages de poils sur lesquels se trouvent des barbes microscopiques. Si ces derniers entraient dans tes yeux et ton nez, tu aurais super mal et cela te démangerait. Ces poils resteraient également là pendant des heures, voire des jours. C'est extrêmement troublant, n'est-ce pas ? Mais imagine à quoi ressemblerait notre planète si les araignées avaient la taille d'une Jeep. Le monde occupé par des arachnides géantes est un endroit sombre et lugubre. Il est également dangereux. Tu ne peux jamais baisser la garde, même pendant une seconde. Ton ennemi est rapide comme l'éclair, il a faim et il est rusé. Les araignées de taille normale mangent 880 tonnes d'insectes chaque année. Mais dans ton monde, les monstres géants ont besoin de beaucoup plus de nourriture pour vivre. Les araignées parcourent la planète, engloutissant à peu près toutes les formes de vie qu'elles croisent. Si les gens abandonnaient et ne les combattaient pas, en un an, la Terre se transformerait en un espace stérile et sans vie. Jusqu'à 6% des habitants de la planète souffrent d'arachnophobie, c'est-à-dire d'une peur extrême des araignées. Mais si ces créatures étaient soudain aussi gigantesques, tu ne crois pas que ce chiffre serait bien plus élevé ? Imagine une créature de plus d'1,50 m de haut, avec une envergure entre ses pattes de 4,50 m. Une araignée est couverte de gros poils épais, ce qui donne à l'animal un aspect dégoûtant. Son corps est divisé en deux parties, séparées au milieu par une taille fine. Pour compléter le tableau, un ensemble de mâchoires énormes, de crocs terriblement longs et pointus, et 8 yeux sphériques aussi grands que des ballons de basket. Mais le pire de tout, des araignées sans yeux.
Elles vivent dans des grottes et autres endroits sombres. Si tu rencontres ce genre de spécimen, ta réaction ne sera pas assez rapide pour t'en échapper. Ces créatures compensent leur manque de vision en ressentant les vibrations. Elles ont aussi un odorat exceptionnel. Terrifiés par les araignées, les gens inventent constamment de nouvelles façons de s'en débarrasser. Se faire attraper par une créature qui fait plusieurs fois notre taille est le plus grand cauchemar de tous, non ? L'un des aspects les plus effrayants des araignées est la façon dont elles traitent les insectes qu'elles attrapent. La plupart de ces prédateurs ne mangent pas leur proie en entier. Au début, l'araignée met sa proie dans un cocon en soie et lui injecte du liquide digestif. Cela paralyse la proie et rend ses entrailles liquides. Le pauvre est mal barré. Ensuite, la créature aspire tout ce qui est comestible dans son estomac à l'aide des poils qui recouvrent sa bouche et ses mâchoires en forme de pince. En d'autres termes, une fois qu'un monstre araignée t'a attrapé, il n'y a plus aucun moyen de t'échapper. Oh, et n'oublie pas les horribles toiles d'araignée. Qui n'a pas déjà eu le visage recouvert de fils gluants au moins une fois dans sa vie ? Cependant, dans ta nouvelle réalité, si tu veux avoir une chance de survivre, tu devras repérer une toile à temps. Tu savais que les araignées de taille normale peuvent créer des toiles qui recouvrent les arbres et les maisons et s'étendent sur 24 mètres au-dessus des rivières. C'est pourquoi si une créature du Nouveau Monde choisit ta maison comme nouveau foyer, il sera plus facile et plus sûr de partir le plus vite possible. Les gens ont trouvé un moyen de s'occuper des toiles d'araignées géantes, mais la manière dont ils le font dépend de l'espèce qui l'a tissée. Si la toile a été produite par une araignée plus active la nuit, les gens peuvent la détruire à l'aide de lampes UV qui remplacent la lumière du soleil. Les toiles produites par les araignées vivant dans des zones sèches craignent les liquides. Celles des milieux humides n'aiment pas être sèches, etc. Autre problème, un jour, tu pourrais rentrer chez toi et découvrir un énorme monstre ou une cinquantaine qui vivent dans ton sous-sol. D'accord, il est probable que tu repères ces créatures avant qu'elles n'atteignent une taille aussi grande. Elles seront trop bruyantes pour passer inaperçues. Les araignées ne donnent pas naissance à leurs bébés. Elles créent des sacs à œufs qui peuvent contenir des centaines d'œufs. Si ce sac se retrouve chez toi, eh bien, tu as un problème. En quelques semaines, ces œufs éclosent et donnent naissance à des bébés araignées. Ensuite, il faudra de 2 semaines à 1 an pour que les bébés atteignent leur taille maximale. Avec le temps, les gens ont compris comment utiliser les toiles d'araignée. La soie dont elles sont faites est très légère. Si c'est une petite araignée ordinaire, un fil de soie assez long pour faire le tour de la Terre ne pèserait que 10 kg. Chez une araignée des dizaines de fois plus grande, les fils de soie sont beaucoup plus lourds. Mais ils sont aussi beaucoup plus solides. Ils peuvent résister à des températures extrêmes de moins 40 degrés Celsius à 221 degrés Celsius. Les gens savent comment recueillir la soie d'araignée. Ils utilisent ce matériel pour fabriquer des cordes ultra résistantes. Beaucoup de tissus dans le monde sont fabriqués à partir de fils d'araignée. Des vêtements légers et résistants à l'usure, des ceintures de sécurité et des parachutes, des bouteilles et des gobelets, des fils et des bandages chirurgicaux, des panneaux anti-rouille sur les voitures et les bateaux, des ligaments et des tendons artificiels, tout cela, nous le devons aux araignées. Mais ce qu'il y a encore de mieux avec la soie, c'est qu'elle est biodégradable. La Terre est devenue beaucoup plus propre depuis que les gens ont commencé à utiliser ce matériau pour la production de tissus. En plus d'utiliser des fils de soie, les producteurs recueillent aussi l'espèce de colle qui recouvre les toiles d'araignée. C'est une substance absolument unique. Elle reste humide à l'air libre et continue de coller après avoir piégé plusieurs insectes. De près, cette colle fait penser à de minuscules perles sur une ficelle. Ou plutôt, dans notre cas du jour, si l'on avait des arachnides de la taille d'une voiture, à des balles de la taille d'une balle de golf sur une corde. Elles produisent une colle beaucoup plus forte que les bonnes vieilles araignées de taille normale. C'est pourquoi, dans la majorité des cas, elle peut remplacer les marteaux et les clous. Toutes sortes de véhicules et de bateaux sont construits avec de la colle d'araignée. Le seul inconvénient de cette substance super collante, c'est qu'il faut faire très attention en la recueillant. Une fois que tu es pris au piège, il est difficile de s'échapper. C'est pourquoi les gens partent à la chasse à la colle en grand groupe. Mais même si tu te retrouves pris dans une toile d'araignée par accident, tu as une chance de survivre, si tu es assez rapide. Les papillons de nuit et les papillons ont une couche spéciale d'écailles sur leurs ailes, et s'ils se font attraper, ils peuvent se défaire de cette couverture et s'échapper. Utilise ce truc toi aussi, déshabille-toi et cours de toutes tes forces pour sauver ta peau. Mais comment se fait-il que les araignées ne s'en mêlent pas dans leur propre toile ? Ces arachnides peuvent filer de la soie collante, mais aussi non collante. Elles évitent logiquement de marcher sur les parties collantes de leur toile. De plus, elles ont des griffes mobiles spéciales sur leurs pattes. Ces griffes s'agrippent aux fils et les lâchent lorsqu'elles bougent. De plus, les pattes des araignées sont recouvertes de milliers de poils.
Lorsqu'elle marche, ses poils créent d'innombrables points de contact entre l'animal et la surface. C'est pourquoi on peut voir de gigantesques araignées se prélasser sur les toits ou escalader les gratte-ciel tranquillement. D'ailleurs, lorsque ces créatures terrifiantes se déplacent, elles le font à une vitesse folle. La tégénaire géante est l'une des espèces d'araignées les plus rapides au monde. Elle peut se déplacer à une vitesse de plus de 60 cm par seconde. C'est plus de 1,6 km par heure. Mais des créatures aussi grandes qu'une Jeep pourraient atteindre une vitesse de plus de 80 km/h. En d'autres termes, tu pourrais difficilement leur échapper en t'enfuyant en voiture. Dans le monde des araignées géantes, les gens devraient aussi installer des tonnes de lumière artificielle partout. En effet, les araignées tissent leurs toiles denses et épaisses partout. Elles apparaissent tout au long de la nuit et couvrent d'immenses surfaces, assombrissant la lumière du jour et les lampes. Les arbres et les constructions un peu fragiles s'effondrent souvent sous le poids de la soie d'araignée. Heureusement, tout cela n'est qu'un monde imaginaire. Ouf, respire, les araignées ne peuvent pas devenir aussi grandes qu'une voiture. Pour faire court, leurs hormones empêchent ces créatures de devenir plus grosses qu'elles ne le devraient. Voilà une bonne nouvelle. On est tellement habitué à tout ce que notre corps fait pour nous garder en vie chaque jour qu'on ne pense pratiquement jamais aux mécanismes du sommeil, de la parole, de la respiration ou même du clignement des yeux. Mais qu'arriverait-il à ton corps si tu arrêtais subitement de faire chacune de ces choses? Combien de temps s'écoulerait-il avant que cela ne devienne un problème? Je n'ai jamais vraiment envisagé de faire vœu de silence. Mais je me demande parfois ce qui se passerait si j'arrêtais complètement de parler. Est-ce que je perdrais ma voix pour toujours à un moment donné? Voyons ce que les spécialistes de l'Université de Columbia ont à dire. Tout d'abord, nos cordes vocales sont des muscles. Elles ont donc besoin de s'entraîner de temps en temps pour rester en forme. Si tu arrêtes de parler, ces muscles commenceraient à s'affaiblir au bout d'un moment. Ainsi, ta voix deviendrait plus faible et sa tonalité serait plus aiguë. Pire encore, elle pourrait sembler creuse et, en gros, il te serait plus difficile de parler en général. D'une certaine manière, c'est l'une de ces situations où si tu ne t'en sers pas, tu la perds. Enfin, pour ainsi dire. Heureusement, la respiration et l'alimentation entrent dans cette équation. Ces processus maintiendraient tes muscles en forme. De plus, peu importe la durée de ton silence, il n'y aurait pas de dommages permanents. Et une fois que tu recommenceras à utiliser tes cordes vocales, ta voix reviendra. On sait tous ce qui pourrait arriver si on arrêtait de se laver. On sentirait mauvais. Mais regardons cela d'un point de vue scientifique. Que dirais-tu d'une expérience où une personne arrêterait de se doucher pendant une année entière? En fonction de sa nature, la peau d'une personne peut devenir extrêmement grasse, ou bien très très sèche. Les parties les plus grasses du corps, comme derrière les oreilles et le cou, accumulent la poussière et les polluants, et changent même de couleur. Quant à la tête, elle commencerait à démanger à cause de toute cette accumulation de peau. Et après une si longue période d'absence de soins, il pourrait falloir des semaines pour que la peau redevienne normale. Cela pourrait s'apparenter à de longues vacances, mais regardons ce qui se passerait si tu ne sortais jamais de ton lit. L'un des premiers organes à ressentir le changement serait nos poumons. Sans la gravité pour les ramener dans leur position normale, leur partie inférieure se froisserait. Mais le fait de tousser de temps en temps permettrait d'atténuer cet effet. Si l'on va plus loin, tu commencerais à perdre environ 1% de ta densité osseuse avec chaque semaine qui passe. Cela rendrait tes os plus fragiles. C'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle les astronautes, qui peuvent passer des mois sans connaître la gravité, doivent bouger au moins 2 heures par jour et s'assurer que leur régime alimentaire contienne suffisamment de calcium. Ce même 1% s'appliquerait également à ta masse musculaire. Tu commencerais par remarquer les effets de ce manque de mouvement dans tes cuisses et tes épaules. Les sucres non utilisés qui étaient auparavant destinés aux muscles commencent à s'accumuler dans le système sanguin après environ 10 jours. Après un mois entier passé au lit, ton cœur finirait par pomper 30% de sang en moins à chaque battement. Il y aurait moins d'oxygène dans ton corps et tu te sentirais encore plus fatigué. Ce qui semble assez surprenant. Après tout, tu aurais passé le mois entier au lit. Que se passerait-il si tu retenais ton souffle trop longtemps? Voici comment les choses se dérouleraient. Tout d'abord, le niveau d'oxygène dans ton cerveau diminuerait, suivi par un niveau plus élevé de dioxyde de carbone. Habituellement, ton corps se débarrasse de ce gaz assez rapidement lorsque tu expires.
Après environ 60 secondes, les cellules de ton corps commenceraient à se comporter différemment de ce qu'elles font normalement. Toutes les parties du corps seraient affectées par ce changement soudain. Ton cœur se mettrait à battre de façon irrégulière. Si tu ne commences pas à respirer, à ce moment-là, tu finiras très probablement par t'évanouir. Comme beaucoup d'autres mammifères, les humains ont un réflexe d'immersion. Il s'agit d'un mécanisme automatique intégré dont tu es naturellement pourvu. Il veille à ce que ton cerveau ait toujours suffisamment d'oxygène, même dans une situation d'urgence. Ce réflexe d'immersion se met à fonctionner de manière intensive chaque fois que ton visage se retrouve dans l'eau. Mais cela peut aussi se produire sur la terre ferme. Son objectif principal est de s'assurer que ton cerveau continue à fonctionner, et ce, quoi qu'il en coûte. Il ordonne donc à ton corps de rediriger tout le sang des parties du corps non essentielles, comme les jambes ou les bras, vers le cerveau. Maintenant, que se passerait-il si tu arrêtais de cligner des yeux ou si tu ne le faisais pas assez souvent ? Tout d'abord, tes cornets vont probablement augmenter en taille. La cornée est la seule partie de ton corps qui ne soit pas irriguée par le sang. Mais elle a quand même besoin d'oxygène pour fonctionner correctement, et elle le reçoit directement de l'air. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ta cornée gonfle juste un peu quand tu dors. Mais elle redevient normale le matin. Ensuite, tes yeux commenceraient probablement à s'assécher, parce que le film lacrymal ne serait pas rétabli. Qu'est-ce que cela signifie ? Principalement une douleur oculaire accompagnée d'une vision trouble. Le clignement de tes yeux permet également d'éliminer toute la saleté et la poussière de tes yeux. Si tu ne bouges plus tes paupières, des particules risquent de se coincer dans tes yeux et de les abîmer sérieusement. On considère la mastication comme une évidence, n'est-ce pas ? Mais si tu y réfléchis bien, c'est la première étape de la digestion. La mastication aide ton estomac à traiter plus facilement les aliments que tu manges en les divisant en plus petites parties. Le fait de mastiquer moins ou pas du tout, si jamais tu décidais de suivre un régime liquide complet, peut nuire non seulement à ton système digestif, mais aussi, sans grande surprise, aux muscles de ta mâchoire. Sans mouvement régulier de mastication, les traits de ton visage changeraient très vite. La mastication permet aussi à ton estomac de savoir quand il est temps d'augmenter son acidité pour mieux traiter les aliments. Tes sens jouent un rôle important dans ta vie de tous les jours. Et le cerveau humain est capable de faire preuve d'une grande habileté. Lorsque tu perds ou tu endommages un de tes sens, un autre peut devenir beaucoup plus affûté. Les personnes qui ont une mauvaise vue peuvent être capables de mieux entendre, tandis que celles qui ont des problèmes d'audition peuvent bénéficier d'une sorte d'amélioration de leur vision. Des recherches récentes ont montré que le cerveau peut en fait se réorganiser et donner plus de pouvoir aux autres sens lorsqu'un sens est endommagé ou absent. Ils l'ont observé chez les nématodes microscopiques. Ils ont un comportement particulier lorsque leur sens du toucher est altéré. À ce moment-là, leur odorat devient extrêmement sensible. Et ils arrivent à chercher des sources de nourriture à l'odeur très faible. De même, certains malvoyants ont un point commun avec les chauves-souris. Tu es surpris ? Moi, oui. Ces personnes apprennent essentiellement à tirer parti de leur ouïe accrue pour se diriger plus efficacement dans le monde. On parle alors d'écholocation. C'est ainsi que les chauves-souris, au moyen d'une série de cliquetis rapides, utilisent leur sonar intégré pour trouver leur chemin lorsqu'il n'y a pas de lumière. Ton cerveau abrite 86 milliards de neurones. Il n'est donc pas surprenant qu'il dispose également d'une sorte de plan de secours en cas de défaillance de certaines parties, n'est-ce pas ? Mais il y a une autre question. Pourquoi nos sens ne sont-ils pas accrus dès le départ ? Je veux dire, nous sommes évidemment nés avec cette capacité. Alors pourquoi ne l'activons-nous pas par défaut ? L'explication est un peu complexe. La plupart du temps, tout se résume à l'incapacité de ton corps à travailler très dur pendant de longues périodes. Pour être plus précis, ton corps cherche toujours à obtenir et à maintenir un certain équilibre afin de fonctionner correctement. Lorsqu'on se trouve privé d'un sens, un autre doit être plus affûté. De plus, toutes ces altérations de nos sens, selon les circonstances, semblent être réversibles. Cela illustre une fois de plus le besoin du corps humain de fonctionner en harmonie. Qu'est-ce qui est arrivé en premier, l'œuf ou la poule ? Et qu'est-ce qui disparaîtra en premier ? Jouons à imaginer que ce sera l'œuf. Disons qu'un jour, tous les œufs de poule de la planète disparaîtront sans crier gare. L'humanité perdra sa délicieuse omelette et ses pâtisseries chéries.
Mais le pire, c'est que les poules perdront la capacité de se reproduire. Elles disparaîtront de la surface de la planète pour toujours. Et ce sera une tragédie absolue. Car les poules sont l'un des oiseaux les plus fantastiques au monde. Et les gens ne s'en rendront compte que lorsqu'ils les auront perdus. Alors voilà, nous pouvons commencer. Les œufs ont disparu. Un matin, les fermes s'éveillent dans une cacophonie de caquettements de poules. On dirait que ces oiseaux sont devenus complètement fous. Ils chantent et crient sans arrêt. Les agriculteurs ne savent pas ce qui leur arrive. Ils projettent du gaz dans les poulaillers pour les calmer. Lorsque les poules se sont endormies, les fermiers tentent de découvrir ce qui cloche et s'aperçoivent que tous les œufs ont disparu. Et c'est un phénomène mondial. Les entreprises de poulets s'effondrent sur les marchés financiers. Les boulangeries cessent de produire car cuisiner sans œufs est absolument absurde. Et puis, de sérieux problèmes commencent. Des milliards de poules s'éveillent et constatent que leurs œufs ont disparu. Leur progéniture s'est volatilisée. Les poules sont terrifiées. Elles pensent que les gens leur ont volé leurs petits. Les volatiles se fâchent, attaquent les fermiers et s'échappent des poulaillers. Les gens ne prennent aucune mesure, car ils ne veulent pas faire de mal aux poules. Il ne faut pas les stresser davantage, qu'elles expriment leurs émotions librement. Ce sont peut-être les dernières poules sur Terre. Alors, l'humanité leur redonne leur liberté. De plus, tous les poulaillers sont désormais inutiles. Il n'est plus rentable d'y garder des poulets. Mais les poules ne veulent pas de cette liberté. Elles veulent des œufs. Les poulets envahissent les champs par millions. Ils traversent les forêts et les clairières. N'est-ce pas exactement le rêve de tout loup qui se respecte? Mais dès que cette bête montre le bout de sa gueule, les poules l'attaquent sans pitié. Les meutes de loups ne peuvent rien faire face à des millions de poules. Alors, ils battent en retraite. Ensuite, les poules arrivent dans les villes. Les scientifiques travaillent d'arrache-pied pour tenter de résoudre le problème des œufs manquants. Ils veulent cloner des poules. Et jusqu'à ce que tout redevienne comme avant, les autorités interdisent à quiconque de capturer les poules. Les rues appartiennent désormais à ces oiseaux. Les klaxons des voitures et les sirènes de police se mêlent à présent au gloussement broyant et ininterrompu des poules. Les métropoles se transforment en immenses poulaillers. Des milliards de plumes volent dans les airs. Les poules picorent les arbres, les roues des voitures, détruisent les magasins et déchirent les sacs de céréales. Les hommes se cachent dans les maisons. Les poules envahissent tous les bâtiments de toutes les villes. Tous les journaux du monde ne parlent plus que du chaos créé par la furie des poules. Mais bientôt, les oiseaux s'apaisent. Ils oublient toute cette histoire de progéniture disparue. Ils ne sont plus en colère. Maintenant, ils se promènent tranquillement dans les rues. Les gens sortent de leurs cachettes et commencent à vivre avec les poules dans la paix et l'harmonie. Pendant ce temps, le prix des derniers œufs restants dans les magasins n'a cessé de grimper. Maintenant, il faut débourser au moins 1000 € pour manger une omelette. Mais bien sûr, cela ne dure pas très longtemps. Au bout de 2 mois, tous les œufs sont pourris. Et en un jour, le monde n'a plus d'omelette. Croissants, gâteaux, brioches, beignets et autres pâtisseries perdent toute leur saveur. Les cuisiniers ne peuvent pas préparer leurs délicieux mets sans jaune d'œuf. Les plats perdent leur moelleux, leur goût, leur splendeur. Certains cuisiniers remplacent les œufs de poule par des œufs d'oie et de caille, mais ils sont beaucoup plus difficiles à obtenir que les œufs de poule. Les prix augmentent chaque jour. Les gens n'achètent plus de croissants avec leur café. De nombreuses boulangeries doivent baisser le rideau, ruinées. Les gens apprennent à vivre sans jaune d'œuf. Mais un jour, tout le monde finit par oublier. Les poules vivent côte à côte avec les habitants des villes. Il reste de moins en moins d'oiseaux. Ils vieillissent, mais ils ne se reproduisent plus. Et c'est à ce moment que tout le monde commence à se rendre compte que ces oiseaux si mignons pourraient disparaître de la surface de la Terre pour toujours. Il n'y aura plus de chant du coq le matin. Fini les adorables petits poussins jaunes. Il n'y aura plus de poulailler, il n'y aura plus de plumes. Presque toute l'humanité devient végétarienne pour soutenir mentalement les poules. Les gens ne réalisent pas à quel point ils aimaient ces animaux. Ils regardent tristement les plus vieux poulets vivre leurs dernières années. Les agriculteurs font des dépressions carabinées. Ils se souviennent de l'époque où ils se rendaient au poulailler chaque matin pour récolter les œufs. Maintenant, il n'y a plus à leur place que des toiles d'araignée et de la paille. Les citadins se font tatouer des poules sur le corps et des graffitis de ces oiseaux apparaissent partout sur les murs. Les sculpteurs créent de magnifiques statues de poules. Les gens lavent les plumes des poules, les nourrissent avec le meilleur grain et fabriquent de faux œufs en or pour essayer de les consoler. Les meilleurs réalisateurs font des films sur les poulets. Ils dépensent des centaines de millions d'euros pour développer par ordinateur des oiseaux qui parlent. Des musiciens et des producteurs enregistrent des cris de poules pour créer des chansons merveilleuses. Tout le monde considère qu'il est de son devoir de prendre soin d'un poulet.
Les gens vivent avec ces oiseaux comme autrefois avec les chiens et les chats, se promènent avec eux, prennent des milliards de selfies et enregistrent des vidéos. Les poules sont devenues des superstars. Bien sûr, tout ça ne plaît pas beaucoup aux pigeons, aux corbeaux, aux moineaux et aux autres oiseaux. Ils ne reçoivent plus assez de nourriture et d'attention de la part des hommes. Ils quittent donc les mégapoles. Maintenant, il ne reste que des poules dans les rues. Mais malheureusement, elles ne peuvent pas vivre éternellement. Les poules se font vieilles. Elles ne bougent plus aussi vite qu'avant. Elles développent des maladies et se blessent souvent. Les meilleurs vétérinaires travaillent nuit et jour pour sauver la vie du moindre poulet. Ils développent des prothèses pour les poules et opèrent les oiseaux les plus malades. Les milliardaires investissent des sommes immenses afin de prolonger la vie de ces animaux. On utilise les technologies les plus avancées de la génétique et de la cybergénétique. Et un jour, les premiers poulets cyborgs apparaissent. Ils ont un bec de métal, des yeux rouges laser, des griffes en polyuréthane et des ailes en acier au carbone ultra léger. Les scientifiques essayent de se connecter au cerveau des poulets pour savoir à quoi ils pensent. Un programme spécial simule les ondes cérébrales et les transforme en sons. Les gens peuvent désormais entendre leurs pensées, mais ce n'est pas très complexe. La plupart du temps, ça ne fait que capter. Les poules sont devenues des machines, mais leur cerveau est toujours organique. À cette époque, les scientifiques ont réussi à créer des clones de poules. Elles sont aussi vraies que nature, mais elles ne peuvent pas pondre d'œufs. Il y a de moins en moins de poules dans les rues chaque jour. Il y en a des milliers, puis des centaines, puis seulement quelques dizaines. Enfin, il ne reste plus que 2 poules. Elles s'en vont au coucher du soleil. Les gens les regardent s'éloigner. Ils pleurent, pleins de chagrin. Les oiseaux disparaissent à l'horizon. Les hommes n'oublieront jamais ce jour. Le jour où les dernières poules ont disparu. Mais en cette triste période, les scientifiques finissent par trouver une solution. Ils connaissent maintenant le code génétique du poulet, ce qui signifie qu'ils peuvent recréer ces oiseaux. Les biologistes reconstituent leur ADN en remontant aussi loin que possible dans le temps, jusqu'à l'origine du poulet, là où tout a commencé. Les chercheurs mettent toutes ces informations génétiques dans un œuf artificiel et attendent. Et enfin, le moment de vérité arrive. L'œuf commence à se fissurer. Le petit poulet sort de sa coquille sous sa forme évolutive originale. Et c'est un petit tyrannosaure. Il s'avère que ce dinosaure est l'ancêtre du poulet moderne. Les ressemblances morphologiques sont saisissantes. Le T-Rex bouge comme un poulet. Au cours des millions d'années d'évolution, le dinosaure a rétréci. Il a perdu ses écailles et lui a poussé des plumes. Ensuite, un bec est venu remplacer ses mâchoires pleines de dents. Les scientifiques produisent des tyrannosaures à la chaîne. Il devient de plus en plus gros chaque mois. On crée d'immenses fermes pour s'en occuper. Bientôt, les dinosaures commencent à se multiplier. On ne sait plus vraiment comment les contrôler. Certains de ces animaux géants s'échappent des fermes et sèment le chaos dans les villes. En théorie, il faudrait des dizaines de millions d'années aux tyrannosaures pour redevenir des poulets. Mais personne ne veut attendre aussi longtemps. Tout le monde souhaite revoir les poulets le plus tôt possible. Par chance, les scientifiques parviennent à accélérer le processus. Les décennies passent. Les tyrannosaures diminuent en taille. L'évolution accélérée les transforme en oiseaux. Et enfin, les poules font à nouveau partie du monde. Elles se mettent à pondre des œufs. Le monde redevient heureux et harmonieux. Mais bientôt, ce sont les cochons qui se mettent à disparaître. Et avec eux, le bacon. Le petit déjeuner des hommes est menacé.